Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour à tous, les vraies voix de l'été, il y a une vie au mois d'août et toute l'équipe entend bien vous accompagner chaleureusement et professionnellement. Intervenez sur l'antenne entre 17h et 19h pour les vraies voix, quel que soit le sujet d'actualité. Zach, l'immense Zach vous attend au 0826 300 300. Les deux grands rendez-vous du soir, notez bien le grand débat, 17h30. Avant son départ en vacances, Gérald Darmanin nous a laissé des pistes de réflexion pour optimiser la politique carcérale en France. Nous l'en remercions. Merci pour les sujets de débat, monsieur le ministre. Parmi les propositions de sa réforme de la justice prévue pour la rentrée, nous reviendrons sur une mesure qui interroge différemment suivant la position où on se place. Le ministre entend faire payer aux détenus une partie des frais d'incarcération. Et allons plus loin dans la réflexion et vous répondez sur le compte X de Sud Radio ou au 0826 300 300. Faut-il faire payer les frais d'incarcération aux familles des condamnés? Oui, non ou ça dépend? Bah oui, parce qu'on ne peut pas non plus être manichéen. Donnez tout de suite votre point de vue. L'autre grand rendez-vous de la soirée, le coup de projecteur à 18h40. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, est attendu cette semaine à Moscou. Le Kremlin appelle à la prudence sur la question du nucléaire à quelques jours de la fin de l'ultimatum lancé par le président américain à Vladimir Poutine. Suite à ces interventions répétées pour mettre fin aux conflits internationaux, les Américains interroge régulièrement Donald Trump sur ses chances d'obtenir, tenez-vous bien, le prix Nobel de la paix. Nous vous posons la question sur le compte X. Répondez tout de suite. Selon l'évolution de la guerre en Ukraine, Donald Trump mériterait-il le prix Nobel de la paix? Je suis impatient de savoir ce que vous en pensez. Présentation tout de suite de nos vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. C'est un trio, bah oui, on retrouve la formule trio puisque j'ai l'honneur de vous présenter seul ces vraies voix. Alors ce trio, il est qualifié de double historique et de néophyte. On commence par un historique. Allez, Philippe Bouriaki, conseiller municipal d'Orly, conseiller régional d'Île-de-France et co-porte-parole de l'écologie au centre. Un habitué, comment ça va Philippe? Merci infiniment, j'ai passé 15 jours de vacances début juillet. Ça se voit, tranquille. Ça se voit. On est bien détendu, on a rechargé les batteries et très heureux d'être parmi vous avec vos auditeurs. Et d'ailleurs, à un moment donné, moi je vais quand même pousser un coup de gueule. Et je me porte pour le porte-voix. Même si c'est pas le moment et que là on est juste. Ouais. C'est pas normal le nombre d'abonnés que vous avez, vous êtes en train d'exposer tous les records, c'est trop, ça suffit. Quelle indignité. Je sais bien, vous savez y faire. Vous savez, il est bien ce Philippe Bouriaki. Alors, également une de mes grandes habituées. Je peux pas faire un été sans elle, Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement LR dans le 12e arrondissement à Paris, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Vous aussi, allez et bronzez. Rapprochez-vous bien du micro parce que je vous sens encore en vacances. Hein. Oui, tout va bien. Écoutez, je reviens de vacances. Formidable. Vous êtes contente de retrouver Philippe Bouriaki aussi? Je suis très contente de vous retrouver. Je suis également très contente de participer à l'émission de la première de Arthur. Ah oui, voilà. Elle sait faire les transitions. Hein. Comme dirait Darmanin, ça va bien se passer. Il y a du métier avec les années. C'est sa première. Arthur Rouillet, avocat et conseiller municipal dans les Yvelines à Villaines-sur-Seine, c'est ça? Tout à fait, oui. Bon, le problème de commencer avec deux monstres comme ça, c'est qu'il faut se faire sa place, hein, Arthur. Hein. Il y a un début à tout, non? Oui. On est gentil, on est super cool. Qui vous impressionne le plus des deux? Joker, on verra dans 2 heures. C'est bien, il est bien. Il est bon. Bien. Allez, on file au 0826 300 300. L'auditeur du jour. Allô? Est-ce que Xavier est là? Bonjour Radio. Bonjour Frédéric. Bonjour les vraies voix. Floirac en Gironde. Floirac, exactement, juste à côté de Bordeaux. Ouais, vous voyez passer pas mal d'embouteillages en ce moment, hein, avec les vacances là. Ouais, on les a vus passer les touristes là sur la rocade. Ils nous bouchent un peu la circulation, c'est vrai. Vous les avez bien accueillis quand même, rassurez-moi, Xavier. Toujours avec une petite bouteille de pinard et un joli bout de fromage. C'est bien comme ça. On arrive. Ils repartent, ils soufflent dans le ballon, ils sont arrêtés, vous prenez une commission. C'est le principe, non? C'est comme ça que ça marche en Gironde, bien sûr. Bon, Xavier, votre coup de cœur, je crois, et alors ça m'a énormément intéressé. Allez-y, vous nous emmenez au Bhoutan.
Oui, voilà, un petit voyage touristique avec les vraies voix et les auditeurs de Sud Radio. On va partir au Bhoutan, ce petit pays d'Asie qui est bordé par le Népal, la Chine et l'Inde, plus précisément à peu près au nord du Bangladesh, au sud du Tibet, vous voyez. Ouais, et donc c'est un tout petit pays, 800 000 habitants, ça fait à peu près la taille de la Nouvelle-Aquitaine. Donc Capitale Tinphou, hein, c'est ça, Tinphou, on prononce comme ça. Tinphou, je sais pas comment on le prononce. Alors la particularité de ce pays, c'est qu'il est le seul au monde à mesurer en fait son développement économique, non pas par le PIB dont on entend parler tout le temps, mais par le BNB, le bonheur national brut. Voilà, la réaction. Ça, c'est chouette. Xavier, vous avez namasté. fait un tabac auprès de nos vraies voix, là, Ouais. tous. Hein. Je leur avais rien dit. Ouais. Expliquez-nous comment ça marche. Vous êtes intéressé à l'histoire. J'ai creusé un petit peu l'histoire, effectivement. Donc ça date pas d'hier, hein, ça date de 2008 exactement. C'est une date importante, je pense, dans l'histoire du monde, qu'un pays puisse envisager autrement la mesure centrale du développement, de son développement, non pas par simplement les profits des entreprises et des administrations entre guillemets, mais par un ensemble d'indices qui prennent en compte à la fois la préservation de l'environnement, une bonne gouvernance, la promotion de la tradition culturelle et un développement qui est socialement acceptable. Par exemple, le Bhoutan, vous voyez, c'est un des rares pays qui a un bilan carbone négatif, c'est-à-dire qui produit moins de CO2 qu'il n'en émet. Ouais. Alors, qui produit moins de CO2 qu'il n'en capte, pardon. Il y a beaucoup de montagnes. Bon, alors cela étant, quand même, il faut préciser que le Bhoutan ne figurait qu'au 95e rang mondial sur 156 de pays enregistrés en matière de bien-être. Parce que je sais pas s'ils ont testé la Corée du Nord dans le bien-être là. Voilà. Mais en tout cas, alors restez bien avec nous, Xavier, parce qu'on fait le tour des vraies voix. Ça vous inspire quoi, Corinne Tapiro? Ça donne envie d'aller voir comment ils éprouvent le bonheur au jour le jour, quoi, parce que le bonheur national brut, ça fait quand même rêver. Si on devait estimer la qualité du bonheur national brut de Paris, par exemple, dont vous êtes... Vous me cherchez là. Je pense que le Bhoutan nous dépasserait très 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 largement et je pense qu'on serait 190e s'il y avait 189. Voilà, c'est ça. Arthur, votre impression, c'est une bonne idée ou pas? Bon, Finalement, 85e, c'est peut-être le symbole que vivons heureux, vivons cachés en réalité. Hein. Le Bhoutan, le bonheur national brut, c'est un indice qui, à mon avis, devrait intéresser certains de nos politiques aujourd'hui quant à notre bien vivre et notre bien vivre ensemble. J'en parlerai tout à l'heure. bon, vous avez des idées sur le bien vivre ensemble. Vous êtes élu, hein, on le rappelle. Hein. Oui, je crois que c'est... À Vilaine-sur-Seine, en À Yvelines. Vilaine-sur-Seine, ouais, dans les Yvelines, tout à fait, Ouais. dans un petit territoire qui longe la Seine. On y vit bien, caché aussi. Donc Ouais. c'est Le secret du bonheur, très c'est chouette. quoi? C'est être caché. Pour vous, c'est être caché. Non, Ouais. c'est le cadre, je crois, c'est le cadre. Et effectivement, le fait qu'on accepte, qu'on aime vivre ensemble sous les mêmes règles. Et je crois que c'est un peu ça l'idée quand même du pacte social. Ouais. Philippe Bouriaki, l'indice du bonheur, c'est passer une soirée avec vous, c'est ça déjà? En ce moment, pas trop à mon avis, parce que je suis très préoccupé très concentré sur les municipales, mais je reste quand même Ouais. visiblement, d'après mes amis, Focus. assez agréable, parce que j'ai toujours une part de déconnade, et puis je sais que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc Orly, hein, vous voulez... Orly, là où il y a des avions. Donc après, le Népalais, avoir goûté le Népalais, faut goûter le Bhoutanais. Oui, voilà, bien sûr. Népal, la capitale, hein? Ah bah oui, évidemment. Katmandou. Oui, bien sûr. On va jouer au jeu des capitales. Merci en tout cas Xavier pour ce coup de cœur. Alors Xavier, vous le savez, le principe c'est que vous êtes notre auditeur fil rouge sur cette première heure, donc vous participerez au débat avec nous. Oui. Et puis vous jouerez aussi, vous défierez Arthur, Corinne et Philippe sur le célèbre blind test que le monde nous envie. Vous êtes calé en musique ou pas? Je suis calé bien moins que vous, Frédéric, bien moins que vous. Oui, non, mais moi je suis. En C'est plus, gentil. il a les réponses. C'est gentil, mais je ne suis qu'arbitre. Hein. En revanche, on verra. Mais c'est bien. Vous êtes pour l'instant modéré. On se retrouve dans un instant. On va faire le point d'ailleurs sur l'actualité de ce lundi. On repart pour une semaine. Félix Mathieu va arriver avec ses 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel.
Vous restez bien avec nous, vous l'avez compris, les vraies voix de l'été se poursuivent. Alors toujours dans la bonne humeur, ça c'est évident, mais quand même sérieux. Et voici le moment peut-être le plus sérieux de l'émission. Les 3 mots dans l'actu du jour. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Alors 3 mots, horreur, otage et record. Une scène d'horreur sur une aire de sport de Pont-de-Metz dans la Somme. Une promeneuse a retrouvé à l'aube le corps d'un homme éviscéré, égorgé avec la dépouille mise en scène en position de croix. La Russie appelle les États-Unis à la prudence dans la rhétorique nucléaire après le déploiement annoncé par Donald Trump de sous-marins américains. Ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques minutes. Avant ça, Israël veut mettre le sujet des otages au cœur de l'agenda international après ces vidéos glaçantes publiées par le Hamas hier. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit demain d'ailleurs pour en parler. Et puis ce triste record en France, celui des abandons d'animaux domestiques. 3795 chats et chiens dans les refuges de la SPA. La SPA qui se retrouve saturée pendant l'été. Les vraies voix Sud Radio. Il était environ 7h ce matin lorsqu'une promeneuse a découvert cette scène atroce sur une aire de Pont-de-Metz au sud-ouest d'Amiens. Le corps d'un homme de 32 ans éviscéré, égorgé à 2 pas des terrains de tennis et de la rivière. Une dépouille mise en scène en position de croix. La victime présentait des coups de couteau dans le dos ainsi qu'au cou, précise une source policière auprès de l'agence France Presse. Réaction consternée forcément du maire Loïc Bulan chez nos confrères de BFM TV. Qui est généralement très calme aussi, et où il y a pas de souci. En plus, la description de la scène était vraiment là un petit peu effroyable, là, et on a du mal à comprendre ce qui a pu bien se passer, parce que c'est tout à fait incroyable. Tu vois. On a l'impression qu'on nous parle d'un film un peu gore, et en fait c'est ici, quoi. Ça s'est passé là, tout près de chez nous, quoi. Le maire de Pont-de-Metz dans la Somme, Loïc Bulan, enquête confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée d'Amiens. Bon, Félix Mathieu, vous avez eu des fois des rendez-vous un peu plus joyeux. On enchaîne en bref donc avec un enfant qui a été tué par un Rottweiler dans le Loiret. Oui, un garçon âgé de 9 ans tué samedi près de Pithiviers dans le Loiret. Le chien de la famille, un Rottweiler d'environ 60 kilos, l'a attaqué alors qu'il se trouvait seul avec l'enfant. Le père a été alerté au téléphone par un voisin qui a entendu les cris de l'enfant. Il a dû porter des coups de couteau à l'animal qui restait très agressif. Le garçon qui a très vite succombé à ses importantes blessures. Je ne vais pas solliciter toutes nos vraies voix, mais peut-être vous, Philippe Bouriaki, vous qui êtes un professionnel aussi de la sécurité, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus de ces chiens. Alors c'est toutou, ils n'y sont pour rien, mais ça reste dangereux, les Rottweilers, etc. etc. Tout animal, même un caniche, peut être potentiellement dangereux. Ils n'ont pas notre expression, et donc la seule façon pour eux de s'exprimer, c'est attraper ou la morsure. Il peut avoir il s'est senti agressé, ou une crainte, ou une peur. L'enfant a je n'excuse rien du tout, attention, loin de là. Donc c'est pour ça, quand vous prenez un animal, surtout un molosse, avec une force de mâchoire juste incroyable, il faut que vous sachiez que c'est une arme par destination qui peut se retourner contre vous. Donc en laisse. En laisse, muselé, on ne laisse pas un enfant tout seul avec cet animal, et au moindre signe d'agressivité, il faut aller voir un éducateur canin, parce que il peut y avoir des choses irréversibles, et la preuve là, je pense aux parents qui sont dévastés. Deuxième mot, Félix Mathieu, otage. Donc Israël veut mettre le sujet au cœur de l'agenda international. Des otages retenus depuis 22 mois à Gaza et que l'État hébreu entend désormais placer au centre de l'agenda mondial. Réaction après la publication de ces vidéos cruelles qui montrent 2 d'entre eux très affaiblis, l'un creusant même sa propre tombe. Demain, une session du Conseil de sécurité de l'ONU devrait être consacrée à cette situation. Des otages, il en reste 49 à Gaza, parmi ceux qui ont été enlevés le 7 octobre, mais parmi eux, 27 personnes ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Après la publication de ces images, en tout cas, la pression s'accroît sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous devons continuer à rester unis et à nous battre ensemble pour atteindre les objectifs de la guerre que nous nous sommes fixés. Vaincre l'ennemi, libérer nos otages et garantir que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Cette semaine, je convoquerai le cabinet pour donner des instructions à Tsahal sur la manière d'atteindre les 3 objectifs de guerre que nous avons fixés. Discours donc de Benjamin Netanyahou au lendemain de cette publication de vidéos donc d'otages par le Hamas. Peut-être une réaction, Corinne Tapiro, à un sujet qui vous touche, et une occasion de rappeler que tous les Israéliens ne sont pas des soutiens de la politique de Benjamin Netanyahou. Alors,
Israël, c'est une démocratie qui a des élections avec un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale. Donc chacun choisit en son âme et conscience. Mais le peuple d'Israël est uni derrière son Premier ministre depuis la guerre. Alors c'est sûr qu'il y a des tensions qui ont été révélées par cet événement du 7 octobre, ces pogroms qui sont encore indicible et incompréhensible comment ça a pu se produire, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'interrogations. La quantité des otages qui ont été enlevés, c'est-à-dire plus de 220 qui servent de monnaie d'échange contre des terroristes, c'est absolument incroyable. Et c'est une guerre qui est engagée depuis 22 mois, c'est une guerre très longue, c'est une guerre dans laquelle les Israéliens perdent leurs enfants, puisqu'il y a énormément de jeunes soldats qui tombent au combat, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Alors après, le soutien des uns et des autres, je pense que quand on ne vit pas soi-même les situations, on est quand même assez mal placé et pour critiquer ou pour encourager. Je crois qu'il faut saluer la résilience du peuple israélien, sa capacité à se relever et à donner le meilleur de lui-même en toutes circonstances, parce que franchement c'est une situation dramatique, surtout auprès des enfants qui ont quand même été très éprouvés par les moments de confinement, par ces guerres, par ces sonneries intempestives. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en face, Israël a quand même un ennemi qui ne jure que sa destruction. Donc, qui est le Hamas, qui est un groupe terroriste armé qui a perpétré les pogroms du 7 octobre. Et de surcroît, quand vous arrivez à la bordure de Tulkarem, par exemple, en ce qu'ils appellent la Cisjordanie, et qui est en réalité la Judée-Samarie, il y a quand même un grand panneau interdit aux Juifs, quoi. Enfin, et quand on nous parle de l'apartheid israélien, je trouve qu'on est quand même... Enfin, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et ainsi continue ce très très long conflit qui, depuis le 7 octobre, vous le rappeliez, a pris encore une autre terrible dimension. En bref, Félix Mathieu, Tesla accorde une somme assez coquette à son patron Elon Musk. Il en avait besoin ? Oui, 29 milliards de dollars. 29 milliards, sûr. Qui dit mieux. Le constructeur de voitures électriques les accorde à Elon Musk en l'autorisant à acheter 96 millions d'actions Tesla, des actions à un peu plus de $23, soit leur cours de 2018, à l'époque où le plan de rémunération d'Elon Musk avait été adopté initialement. Il avait ensuite été invalidé à 2 reprises par un juge du Delaware saisi par un actionnaire minoritaire, invalidé à 2 reprises en justice, mais revoté 2 fois par la majorité des actionnaires de Tesla. Et en attendant une nouvelle date d'audience dans le Delaware, retenir Elon est le plus important que jamais, explique le constructeur Tesla sur le réseau X. Sur X, qui appartient aussi à Elon Musk. Le monde est petit. Allez, c'est pour vous, évidemment, Arthur Rouillet. Bon, bien sûr, ils investissent, ils prennent des risques, mais il y a un moment, ces chiffres font tourner la tête et exaspèrent une partie de la planète. Je crois qu'on est quand même sur des montants qui sont assez délirants en termes de rémunération, très 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 loin de l'actualité du commun des mortels. Je pense qu'en effet, ça interroge. Ça interroge d'une part quant au modèle de gouvernance des entreprises. Bon, là, en l'occurrence, il s'agit d'une société de droit américain, donc je rentrerai pas dans les questions juridiques d'une législation que je connais mal, mais en effet, ça interroge quand même sur le sens qu'on donne effectivement à ces niveaux de rémunération, pourquoi, comment, et finalement qu'est-ce qu'on envoie comme message aux populations qui, elles, ne sont pas dans ce niveau-là de rémunération. Allez, 3e mot, Félix Mathieu, record, ce triste record évoqué ce midi sur Sud Radio par le président de la SPA Les Animaux. Oui, le record des abandons de chiens, de chats dans l'Hexagone. 7395 animaux de compagnie abandonnés cet été dans les refuges de la SPA. Un chiffre qui dépasse les capacités d'accueil, indique le président Jacques-Charles Fonbonne. Il faut insister quand même sur les sanctions pénales, parce que il y a peut-être des gens qui s'imaginent que c'est une petite amende, l'abandon d'un animal. Non, c'est 3 ans et 45 000. Mais si vous abandonnez votre animal sur une aire d'autoroute, c'est-à-dire ou ailleurs, mais dans des conditions où sa vie peut être en danger, on passe à 4 ans et à 60 000. Et si l'animal décède directement des suites de l'abandon, on est à 5 ans d'emprisonnement. C'est l'emprisonnement correctionnel. Ça veut dire que c'est une inscription quasi judiciaire. Et vous risquez également 75 000 € d'amende, même si les sanctions ne sont jamais appliquées au maximum des peines encourues. Le président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne, avec Laurence Perrault ce midi sur Sud Radio. Petite lueur d'optimisme bien maigre. Il estime que ce record est dû en réalité à une tendance à la hausse du nombre total d'animaux domestiques en France. Autrement dit, le nombre d'animaux de compagnie augmente en réalité plus vite que le nombre d'abandons. Des abandons qui augmentent
en valeur absolue, mais pas en proportion. Consolation quand même très relative. Ouais, c'est chiffres contre humanité. Merci Félix Mathieu. Avant de vous retrouver, chers auditeurs, et vous les vraies voix, j'ai quitté mon petit chien, il s'appelle Lenny. Il m'a regardé comme ça. C'est sa vie, il y a un cœur, il y a une âme. Comment des gens peuvent faire ça, Philippe Bourriaki? Parce que au début, ils ont une petite boule de poils, c'est mignon, c'est un petit gremlin, et puis ça grandit, donc ça prend de la place. Faut le sortir 3 fois ou 4 fois par jour. Faut le nourrir, et puis vous allez dans plein d'endroits, ils refusent les animaux, et donc vous dites mon intérêt personnel bien avant que celui-là, et puis à la rentrée, j'en rachèterai un autre. Vous, Arthur Rouillet, avocat, vous avez pas mal de cas comme ça ou pas? Alors, c'est pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui, mais je reviens quand même, ça fait parallèle avec ce qui a été évoqué tout à l'heure concernant la sécurité et sur les chiens, le chien qui effectivement a attaqué cet enfant. Je pense qu'on oublie un tout petit peu qu'un animal de compagnie, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité en tant qu'adulte, évidemment. On prend pas un animal pour s'en débarrasser, on prend pas un animal pour ne pas l'éduquer. Et en effet, je pense qu'il faut quand même avoir toujours conscience que cet être-là est vivant. Et effectivement, il faut le respecter et le maintenir dans les bonnes conditions. Corinne Tapireau, les animaux dans les grandes villes, pas facile, hein? C'est pas facile. D'ailleurs, on a vu une recrudescence d'achat d'animaux de compagnie au moment du Covid et des confinements pour permettre aux maîtres de sortir, ce qui était quand même hallucinant. Il y a eu beaucoup d'abandon aussi. C'est toujours un peu triste, d'abord parce que la famille s'attache à l'animal. Il y a toujours une relation qui se noue entre les enfants et cet animal, quel qu'il soit, quelle que soit la taille du chien d'ailleurs. Et s'en séparer, c'est très très difficile souvent pour les enfants, davantage que pour les parents. Mais il faut savoir aussi que non seulement c'est une responsabilité, mais ça a un coût. C'est un coût d'entretenir un animal. Bien, ces mots étaient importants. Merci les vraies voix. Alors nous lançons cette semaine du mois d'août un nouveau rendez-vous. Ça s'appelle l'Info Vacances. Les vraies voix Sud Radio. C'est le petit dernier de la bande, Paul Vinel. Bonsoir Paul. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors, l'idée, l'info vacances, c'est vous allez gratouiller, vous allez nous chercher une petite info. C'est quoi? Tout à fait. Là, cap sur les Sables d'Olonne où le respect ne prend pas de vacances, alors que les quelques centaines de milliers de vacanciers quotidiens débarquent dans la célèbre station balnéaire de Vendée. Eh bien, il y a une polémique qui a éclaté, puisque le 22 juillet dernier, le maire de la ville, Yannick Moreau, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux intitulée 200 ans d'élégance sablaise. Ce n'est pas pour finir en slip dans nos ruelles. Vous l'aurez compris, la ville mise sur un autre tourisme pour un cadre de vie élégant. Objectif pour Yannick Moreau, au micro de CNews, cultiver l'image de la marque touristique des Sables d'Olonne. Il y a 11 km de plage aux Sables d'Olonne pour montrer ses pectoraux et ses abdominaux et on n'a pas besoin de les voir en ville. Et puis c'est une question aussi d'hygiène dans les commerces, dans les marchés. Bref, c'est une règle de bon sens. On est obligé de rappeler et au besoin qu'on fait appliquer en sanctionnant. Se balader torse nu en ville est passible donc d'une amende allant jusqu'à 150 €. À noter quand même que depuis le début de l'été, une dizaine de personnes ont été verbalisées. Bon, Corinne Tapireau, c'est heureux ou pas comme décision? Écoutez, moi je pense qu'il y a des tenues qu'on met selon les circonstances. Donc en maillot de bain, un short, c'est sur la plage, sans t-shirt. Et voilà, si les gens avaient un certain code vestimentaire, ça ne se produirait pas. C'est parfaitement insupportable, les gens en maillot de bain dans les rues, pendant que vous faites les courses. Enfin, je trouve ça ridicule. Bon. Ok, Arthur Rouillet. Assez raccord, je crois qu'il y a quand même une question de décence dans l'espace public en effet. Ouais. Philippe Bourriaki, vous qui êtes resté musclé mais qui vous êtes affiné ces derniers temps, c'est dommage quoi, c'était l'occasion. Grâce à Bachata d'ailleurs. Ouais. Blague à part, c'est vrai. Bah oui, je sais. Non, moi là-dessus, j'ai pas d'avis en vérité, du moment que il n'y a pas d'atteinte à la pudeur. Voilà, vous êtes dans une station balnéaire, vous dites je vais faire une petite course juste à côté, je vais l'emmener sur la plage. Oui, mais t'as plein de gens qui vivent dans cette station balnéaire et qui sont pas obligés de. Bah, il faut qu'ils viennent à Paris. Les pauvres. Bah, à Paris, les gens se baladent torse nu. C'est-à-dire que dans les stations balnéaires, les gens ont tendance à oublier qu'il y a des habitants, des riverains qui sont là toute l'année, qui sont déjà envahis par les touristes à qui ça plaît moyennement. Et c'est bien aussi de les respecter. C'est une façon de vivre ensemble. À Vilaine-sur-Seine, dans les Yvelines, pas torse nu. Hein. Ouais. Bon, pas torse nu, il y a quand même la Seine. Donc il y a des sessions de wakeboard en bord de Seine toute l'année. Mais effectivement, non, c'est. Bon, je crois qu'on se baigne pas dans la Seine non plus, en dehors des combinaisons. Là, vous allez relancer Corinne Tapireau sur un sujet qu'elle aime. Ouais. Merci pour cette excellente première chez Paul Vinel. Allez, dans un instant, jusqu'en 2003, les détenus participaient aux frais de leur incarcération en France. Abandonné car jugé inefficace, ce forfait pourrait revoir le jour. C'est en tout cas le souhait de Gérald Darmanin. Avant 2002, cette participation ne concernait que les détenus travailleurs ponctionnés dans la
la limite de 30% de leur salaire. Le fonctionnement des prisons françaises coûte, tenez-vous bien, à la société 10 millions d'euros par jour, quasiment 4 milliards d'euros par an. Dans le cas où le condamné ne serait pas solvable, nous vous posons la question, parce que ça va se poser. Qu'en pensez-vous? Dites-le sur le compte X de Sud Radio. Faut-il faire payer les frais d'incarcération aux familles des condamnés? Vous avez 3 possibilités. Oui, non ou ça dépend. Victorine Després, avocate en droit pénitentiaire, sera avec nous. Bonsoir madame. Bonsoir. Juste une petite question, histoire de lancer le débat, puis on se retrouve tout de suite après, mais c'était une nécessité ou pas de faire évoluer ce système de financement de l'incarcération ? Écoutez, je pense que ce système qui avait déjà vu le jour effectivement entre 1975 et 2002 a montré ses limites et justement son inefficacité. Donc moi je serais très curieuse de savoir quels sont les arguments aujourd'hui avancés pour remettre en place un système qui a été jugé inefficace. C'est ce qu'on appelle parfaitement lancer le débat, maître. Et Philippe Bourriaqui est déjà prêt pour vous défier. On revient dans un instant, vous avez compris, ce débat s'annonce passionnant. Nous y sommes, le moment du grand débat avec nos 3 vraies voix ce soir. Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement LR, chargée de Paris 12e. C'est ça. Ouais, c'est ça. À Paris 12e. Ouais, c'est dans l'Est de Paris. C'est ça, exactement. Ouais. Vous aimez votre arrondissement, hein? Oui, bien sûr. Ouais. C'est un des poumons verts de Paris quand même. Évidemment, avec Bercy et tout ça. L'arrondissement, un des arrondissements les plus végétalisés. Un homme avion, Philippe Bourriaqui, conseiller municipal d'Orly, conseiller régional d'Île-de-France. Hein? C'est ça. Ouais. Bientôt maire, paraît-il? Inch'Allah. Et puis Arthur Rouillet pour sa première, avocat et conseiller municipal de Villaines-sur-Seine dans les Yvelines. Conseiller municipal pour l'instant, il faut aller à... étape par étape. Voilà, step by step. Maintenant, il faut viser loin. Il n'y a pas d'étape. Regarde le Tour de France. C'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gérald Darmanin nous a laissé des devoirs de vacances sur le thème de la justice. Sa révolution pénale annoncée prône la simplification de l'échelle des peines, la création des peines minimales, les sursis réservés seulement aux primo-délinquants ou encore le rétablissement des peines de moins d'1 mois d'emprisonnement. Et puis il revient sur un tabou, le paiement des frais d'incarcération par les condamnés. Mais quoi, comment et pourquoi, si l'intéressé est insolvable, comment ça se passe? Répondez donc à la question sur le compte X de Sud Radio. Allez-y, n'hésitez pas, donnez votre avis. La question est la suivante. Faut-il faire payer les frais d'incarcération, y compris aux familles des condamnés? Oui, non, ça dépend. Pour l'instant, vous dites oui à 69%, non à 13% et ça dépend à 18%. Continuez de voter. Allez-y. Nous recevons Victorine Després, avocate en droit pénitentiaire. Merci d'être avec nous, maître. Je vous propose de réécouter l'interview, une partie évidemment, du ministre de la Justice Gérald Darmanin. C'était aux 20h de TF1. Sociaux et que je crois je vais rétablir ces frais d'incarcération. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Bon, alors, maître, vous nous avez dit juste avant la pause que ça avait été inefficace. Entre 1975 et 2002, c'était le cas, on le rappelle. Inefficace, pourquoi? Vous avez des repères, vous avez des affirmations? Écoutez, le bilan était, je le crois, mitigé, voire catastrophique en réalité, parce que il était il ne concernait que la partie des détenus qui travaillaient, c'est-à-dire environ 30% des détenus, et concernait 30% du salaire de ces détenus. Donc effectivement, ça fait beaucoup de SI, et donc je crois que tout simplement le rendez-vous, le résultat n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je viens vous revoir, maître, mais autour de la table, nos vraies voix réagissent. Qu'est-ce qu'on fait? 30% sont-ils solvables? Parce que le problème, on l'a posé, la question c'est si jamais ils ne sont pas solvables, il faut faire payer la famille. Sur cette notion de famille, Philippe Bourriaqui. Alors moi, sur la notion de famille, je suis complètement opposé. Tu peux pas être responsable d'un membre de ta famille qui fait des bêtises et qui cause des dommages à la société. Par contre, tout homme ou femme doit être responsable de ses actes. Donc, par conséquent, vous avez raison, maître. 30% de 30%, c'est inefficace. Donc, on va faire 100% de 100%. Point. Et je parle de manière humaine.
Aujourd'hui, on a des incendies dramatiques parce que personne n'est là pour débroussailler. On a des endroits qui sont pollués, personne n'est là pour ramasser. Point. Vous avez causé un dommage, vous coûtez de l'argent à la collectivité, c'est pas normal que la collectivité paye pour vous, c'est normal qu'elle vous isole et que vous payiez votre peine, et donc vous devez non simplement rembourser la collectivité, mais je voudrais quand même mettre, si vous m'autorisez, qu'on pense aussi aux victimes qui sont jamais indemnisées, dont personne ne parle, dont tout le monde se fiche, parce que leur vie elle est brisée, et ces gens-là, ils vont faire une peine, une courte peine, ils vont avoir des remises de peine, et puis ils vont ressortir dans la liberté, et ils vont pouvoir rebriser notre vie. Donc moi, je dis d'abord il faut rembourser et indemniser, et on n'aura jamais pouvoir les indemniser, parce que toute leur vie ils auront ce préjudice, mais d'abord, je pense aux victimes. Bon, alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, mais revenons sur la notion qui est un peu putassier, hein, je vous l'accorde. Faire payer les familles ou pas. Vous avez par exemple quelqu'un qui partage le même foyer fiscal d'une personne qui va en prison. Vous en pensez quoi, Corinne Tapéry? Ou alors quelqu'un qui est parent d'un plus de 16 ans, puisque normalement... C'est ça, c'est-à-dire que maintenant, les enfants, quand ils ont plus de 18 ans, ils sont déjà pratiquement plus pour l'ensemble d'entre eux dans le foyer fiscal de leurs parents, techniquement, hein, puisqu'ils ont une déclaration séparée. Faire payer les parents, quand ce sont des mineurs, les parents ont une responsabilité vis-à-vis d'eux, oui, bien sûr, et pleinement oui. Mais au-delà de 18 ans, il y a quand même une problématique sur la responsabilité. Est-ce qu'un parent est responsable de son enfant sur toutes les folies qu'il pourrait faire? En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tous les détenus ne travaillent pas en prison. Il y a des tas d'emplois qui peuvent être faits, il peut y avoir effectivement une formation continue qui leur permet de ne pas glandouiller à faire des selfies et des films d'influenceurs depuis leur prison, depuis leur cellule. Donc comme ça, ils seraient occupés. Bon, alors... Et ils pourraient payer quelque chose. Bon, là on va avoir un face-à-face de deux avocats, un autre vraie voix, Arthur Rouillet, et donc Victorine Després, avocate en droit pénitentiaire. Je reviens vers vous, maître Després. Vous dites c'était inefficace. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça le devienne en changeant la règle? Si en changeant la règle, c'est vouloir rendre responsables effectivement les familles, parce qu'on parle de détenus solvables, deviendront solvables les détenus qui auront des familles qui leur enverront des mandats. Et oui, c'est pour ça qu'on pose la question, vous avez tout dit, bien sûr, alors dites-nous. Oui. Voilà, donc moi je suis quand même intéressée parce qu'on nous dit que les indigents ne seront pas concernés. Très bien, les indigents c'est des personnes qui non seulement n'ont pas accès au travail, mais qui en plus ne reçoivent pas de mandat de leur famille. Donc est-ce qu'il va falloir maintenant que les familles n'envoient pas d'argent à leurs proches en se disant que de toute façon leur argent va être ponctionné pour payer ces frais d'incarcération? Moi je me pose la question, je ne comprends pas quelles sont les modalités que le ministre de la Justice veut mettre en place. Comment vous voyez cette proposition, Arthur Rouillet, de Gérald Darmanin? Ouais, mais je crois qu'il y a plusieurs problèmes en fait. Il y a plusieurs questions dans la question en réalité. Je comprends qu'il y a effectivement un sujet de la responsabilité de son fait personnel, c'est une première chose, et puis il y a un sujet de la responsabilité du fait d'autrui. En l'occurrence, et c'est là où je rejoins mon confrère, c'est que le sujet de la responsabilité du fait d'autrui pose une vraie question en matière pénale. C'est pour moi une évidence qu'il est hors de question, en dehors du sujet des mineurs en effet qui commettraient des actes répréhensibles et qui seraient condamnés pour tel, de faire subir à un tiers, ce serait contraire en fait en réalité au droit pénal, de faire subir à un tiers la responsabilité, a fortiori la charge de sa condamnation. Oui, mais des gens comme Gérald Darmanin peuvent imaginer justement faire évoluer ce droit pénal, parce que un parent d'un enfant de 16 ans qui est en prison, on peut le rendre responsable. Oui, ça c'est un effet de seuil en réalité. On dit 16 ans, ça pourrait être 18, ça pourrait être 14. En réalité, c'est la loi qui veut qu'effectivement, à un moment donné, on a une responsabilité, on a une majorité en matière de responsabilité. En effet, on devient responsable de ses propres actes. En l'occurrence, je pense que le vrai sujet, et on est plutôt tous d'accord sur ce point-là, le réel sujet, c'est quelles sont les finalités de la prison. Est-ce que le rôle de la prison est réellement rempli? On sait évidemment que la prison est d'une part là pour extraire l'individu de la société et d'autre part pour le protéger lui-même de la société. Maintenant, une peine a une fin et qu'est-ce que fait ce prisonnier, ce détenu, une fois qu'il est sorti? Et là, en effet, c'est là où le rôle doit être rempli, à savoir son rôle de réinsertion. Et je pense que tout le sujet est là. Aujourd'hui, un détenu doit travailler en prison. Il doit quelque part à la fois effectivement
remplir sa peine, effectivement, être retiré de la société d'une part, certes, mais il doit aussi, travailler pour le bien commun, travailler pour la société, parce qu'il y appartient toujours, et le fait d'être en prison ne peut pas le retirer toutes ses obligations. Alors, je reviens vous voir, mais Xavier est au 0826 300 300, notre auditeur fil rouge. Xavier, vous en pensez quoi? Alors déjà, sur le fait de rendre solvable la famille, et puis après, de faire payer des droits d'incarcération, vous le percevez comment? Non, mais je pense que c'est une idée qui pouvait sembler séduisante au départ, comme ça, avec les a priori que chacun peut avoir. Mais cette proposition de Gérald Darmanin, à mon avis, elle ne résiste pas à l'analyse. En fait, on voit que Gérald Darmanin, qui est un politicien, plus qu'un ministre de la Justice, il fait face à une France qui est en faillite, et globalement, le gouvernement français aujourd'hui est dans une fuite en avant pour trouver de l'argent. Sauf que, comme ce sont des gens assez lâches, je pense, sont assez forts avec les faibles, et faibles avec les forts. Regardez, ils vont s'attaquer aux pauvres, avec les réformes sur le chômage, etc. Aux détenus, maintenant, ils veulent s'attaquer, mais ils s'attaquent aussi, quand on regarde les réformes récentes sur l'assurance maladie, aux personnes handicapées, aux personnes malades de longue durée, et pourquoi pas les morts et les enfants. Moi, je trouve qu'il faudrait plutôt, si on voulait chercher de l'argent, s'attaquer aux milliardaires, aux rentiers, aux multinationales, aux banques ou aux politiciens eux-mêmes. Et pour aller dans le sens de Gérald Darmanin, je vous dirais une chose, c'est que faisons carrément des camps de travail. On a connu ça dans les années 40. On les met dans des camps de travail, gratos. En fait, je vais vous dire quelque chose. Gérald Darmanin, c'est très étonnant, parce qu'on a affaire à un ministre de la Justice qui connaît très mal son sujet. Parce que les gens qui connaissent le sujet des conditions carcérales savent que la moitié des prisonniers, quand ils rentrent en détention, ils n'ont pas de travail. Seuls 30% des prisonniers travaillent en prison pour en moyenne 3 € de l'heure. Bon, alors, c'est intéressant. Et attendez, juste sur le détail. Oui, allez-y, Xavier. Allez-y. Je vais vous dire une chose. Je suis d'accord avec les avocats ici présents. Mes camarades de promo, sûrement. On ne le savait pas, ça. Vous êtes donc avocat, Xavier? Non, mais des camarades de promo. J'ai fait les mêmes études que mes camarades. Et donc, le principe en droit français et les grandes démocraties, c'est le principe de responsabilité individuelle. Donc, on ne peut pas faire payer la sœur, la belle-sœur, l'oncle, le parent ou le grand-parent pour les fautes d'autrui. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Je ne sais pas si vous le savez, mais personne ne l'a dit à l'antenne. Mais les familles qui envoient de l'argent aujourd'hui aux prisonniers, au-delà de 200 €, il y a 10% qui partent dans la prison. Et je vous rappelle une dernière chose. Vous savez quelles sont les conditions carcérales en France? Les gens vivent à 4 dans une cellule avec des cafards, des punaises de lit, des rats. Les prix de la cantine sont absurdes. C'est 10 € vous le paquet de M&M's. Vous connaissez la vie des victimes qui n'arrivent plus à dormir, qui n'arrivent plus à s'insérer dans la société, qui n'arrivent plus à sortir, qui sont en pleine dépression? On en parle des victimes. Mais attends, pourquoi opposer les victimes? Non, mais je pose pas, mais on n'en parle jamais des victimes. Alors celui qui a commis, je vais pas pleurer sur lui. C'est un autre sujet, mais c'est un autre sujet, les victimes. Bon, en tout cas, il y a débat. Et restez bien avec nous, Xavier. Moi, je veux retourner vers maître Victorine Després, avocate en droit pénitentiaire, je le rappelle. Vous confirmez ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un détenu reçoit de l'argent, il est obligé de cotiser. C'est ça aujourd'hui la réalité, maître Després? Alors, il y a énormément de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, donc je vais essayer de le faire rapidement parce qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs qui sont prononcées. Effectivement, je vous confirme qu'à partir du moment où un détenu reçoit, ou soit par son salaire, soit par des mandats de ses proches, plus de 200 € par mois, il y a 10% déjà qui est prélevé d'office pour ce qu'on appelle le pécule de libération, c'est-à-dire c'est de l'argent qui est destiné à favoriser sa réinsertion future. Et ensuite, il y a un autre pourcentage qui est pris d'office également pour rembourser les parties civiles. Je rappelle également que la plupart des personnes qui sont condamnées dans des dossiers où il y a des victimes ont été condamnées à payer leurs frais de justice, ont été condamnées à parfois payer une amende et ont été condamnées à payer les dommages et intérêts des victimes. Donc après, il faut voir aussi justement où on met le curseur et où est la priorité. Si la priorité c'est de rembourser les victimes, eh ben alors laissons les détenus et le peu de fruits qu'ils récoltent de leur labeur aller vers l'indemnisation des victimes et pas vers le paiement des frais d'incarcération, parce que sinon on tourne en rond et on n'y arrivera pas. Ensuite, concernant le fait que les détenus ne travaillent pas, tout le monde se questionne et tout le monde semble choqué, mais en fait ça c'est une réalité de terrain. Les détenus ne peuvent pas travailler, c'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils sont tous inscrits sur les listes. Dès qu'ils arrivent, ils font toutes les demandes possibles pour faire du sport, pour travailler, pour voir un psychologue, ils font toutes les demandes et ils attendent parfois des mois, voire des années avant d'avoir accès à un travail. Donc évidemment, on peut avoir plein de beaux discours ce soir et dire les détenus doivent travailler 100%,
des détenus doivent travailler, 100% de leur travail doit servir à payer leurs frais, déjà, offrons la possibilité aux détenus, effectivement, de travailler en détention. Bon, merci pour ce point de vue très averti, puisque, je le rappelle, vous êtes avocate en droit pénitentiaire. Pour conclure, un petit tour de table de nos vraies voix. On rappelle la réalité, 10 millions d'euros par jour et quasiment 4 milliards d'euros par an. Il y a les dégradations. En fait, l'insécurité en France aujourd'hui coûte très cher et il faut quand même, et Gérald Darmanin le fait, trouver des moyens. Alors rapidement autour de la table, Philippe Bouriaki. Alors une solution, lorsqu'on paye des frais d'avocat, on paye aussi, on nous facture en hors taxe, donc on paye une TVA. Pourquoi pas rajouter une taxe supplémentaire pour rembourser les frais? Corinne Tapiro. Écoutez, moi j'écoute avec intérêt ce débat, mais je trouve que le débat il est un petit peu faussé, parce qu'en fait on s'appuie sur des chiffres de 2003. Jusqu'en 2003 on avait ce système, mais il y avait beaucoup moins de détenus qu'aujourd'hui. La population carcérale en 25 ans, elle a explosé. Donc c'est pas le débat qui est faussé, c'est la. Non, c'est pas. Non, mais ça veut dire qu'on veut faire des comparaisons sur des situations qui ne sont pas comparables. Et il y a 20 ans, c'était pas les détenus d'il y a 20 ans, sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc on est dans un nouveau contexte. On est dans un nouveau contexte qui permet de revisiter la question avec d'autres éléments. Bon, après, tout le monde sait très bien que chaque politique qui passe par un ministère veut laisser son empreinte. Ouais. Et voilà. Et surtout quand on s'appelle Gérald Darmanin. Arthur Rouillet pour la conclusion. Ouais, je vais juste rajouter un petit point sur ce qui a été évoqué par mon confrère. Il y a deux choses quand même sur la question du procès pénal. Il y a d'une part en effet la question de la victime qui est une partie au procès, qui est partie civile en l'occurrence, mais il faut quand même pas oublier que le droit pénal c'est avant tout le droit qui condamne l'acte répréhensible d'un individu à la société. Et le point il est quand même là, c'est-à-dire que en réalité on est condamné à une peine, on la rembourse, et on la rembourse vis-à-vis de la société. En l'occurrence, je suis pas d'accord tout à fait avec le fait de se servir effectivement des fonds qui sont donnés pour indemniser les victimes. Ce sont deux sujets qui sont complètement différents. Cela dit, en effet, la question qu'il faut peut-être se poser, et ça grossit peut-être le sujet en tout cas ça élève un peu le sujet de Gérald Darmanin, c'est peut-être l'idée quand même qu'il faut s'interroger sur comment rendre le travail accessible en prison, comment effectivement faire évoluer notre système carcéral pour qu'aujourd'hui les conditions permettent effectivement de payer sa peine, 2 de se réinsérer, et 3 pendant cette période-là de travailler, et effectivement d'avoir un petit peu de visibilité sur le court à long terme. En tout cas, quelques pistes de réflexion. Bravo les vraies voix, merci beaucoup. Merci maître. Alors, une toute dernière piste. Si vous pouvez en 10 secondes, Victorine Després, ok. C'est que notre système pénal nous offre déjà certains outils qu'on semble avoir oubliés, et je parle notamment de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, qui réduisent de moitié, voire même encore plus, les frais d'incarcération. Donc on passe de 100 € par jour à 50 ou 33 € par jour. Donc faut pas oublier que notre arsenal pénal nous offre déjà un certain nombre de solutions qu'il faudrait tout simplement utiliser. Bien vu, merci à vous quatre pour ces réflexions. Merci aussi à Xavier de Floirac qui a fait ses études dans le droit, et on va voir si en musicologie il était bon, puisque dans un instant vous allez défier les vraies voix avec le blind test. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Ils ont été brillants. Ils ont été brillants. Ils sont en pleine discussion. Nos vraies voix ont donc brillé, je le disais, sur le débat sérieux. Reste à savoir maintenant sur le ludique s'ils vont être à la hauteur. Corinne Tapiro est avec nous, conseillère d'arrondissement, la Parisienne, appelons-la. Vous vous souvenez la chanson, la Parisienne? Je ne suis pas parisienne, ça me gêne. C'était Marie-Paul Bell. Tout à fait. Voilà. Dommage parce que celle-là, je la connaissais. Voilà, elle n'y est pas. Philippe Bouriaki, conseiller municipal d'Orly, conseiller régional. Enfin, je vous dis pas à chaque fois tout ce qu'ils sont, parce que et puis Arthur Rouillet, avocat et conseiller municipal dans les Yvelines aussi. Ils vont tous affronter, mais chacun de son côté. Xavier, c'est parti pour le blind test. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Xavier, est-ce que vous avez peur? Je tremble, je vous dis là, j'ai les gouttes sur le front, là je suis malade. Ça s'entend, votre ton est altéré, contrairement à tout à l'heure, effectivement. Je vous rappelle les règles, vous êtes 4. Celui qui répond le plus rapidement, après l'écoute de l'extrait,
et donc qui nous donne l'interprète, marque le point. Il faut être le plus rapide. Autrement dit, oui, Xavier, je reconnais que ce n'est pas simple quand on est via le téléphone, mais Marie Faye, qui est la meilleure réalisatrice sur toute la place parisienne et de très loin, vous met le retour au maximum. Donc, c'est Philippe contre Arthur, contre Corinne, contre Xavier. Il y a 9 extraits. Vous me donnez le plus rapidement l'interprète et le thème. Ce sont les lieux de vacances. Ne commencez pas à déconcentrer, Corinne, votre adversité. Attention, vous, tous les 4, vous êtes prêts? Vous, les auditeurs de Sud Radio aussi. Rappelle-moi le thème. Le thème, les lieux de vacances. Ok, c'est parti. Qui chante ça? Les gens feront la fête. Non, c'est Angèle. C'est Angèle et c'est Arthur qui marque le premier point. Le problème, c'est que c'est le néophyte. Vous savez, aujourd'hui, dans le sport... les innocents, les mains pleines. Regardez, Pogacar a été le meilleur jeune. Il avait gagné le Tour de France à l'époque. Tout ça, il n'y a que des jeunes. Voilà. J'ai Pokémon, mais Pogacar, je l'avais pas ça. Attention, deuxième extrait. Bruce Springsteen. Ah, tu veux le nom de l'auteur? Springsteen. Bruce Springsteen. Springsteen. Tu sais que je l'ai vu à la Corène. C'est vous qui écrivez les textes de Jamel, en fait. Bon, Xavier, il faut rentrer dans le match. Hein. Alors, vous avez entendu, Corinne, elle nous la joue. Ah, mais c'était l'interprète. Je l'ai quand même dit 20 fois. Elle a dit USA. C'est-à-dire qu'on peut dire Born in the USA quand il nous l'a répété 3 fois. Ça, effectivement. Quoi. Voilà. Non, mais je l'ai dit avant lui, le Born in the USA, faut pas déconner là. Mais ce qu'on voulait, c'était Bruce Springsteen. Je l'ai vu en concert, c'est phénoménal. Ouais. Attention, là, ce n'est pas simple. Et là, je vous attends au détour. Et là, peut-être, Xavier, vous pouvez marquer le point. Écoutez. Allez. Un jour, dans le soir en automne. Comment vous dites? Jodassin. Non. Hervé Villard? Non. Hervé Villard. Ah bah attends, excuse-moi. Je le connais. Non, c'est Sardou. Non, Herbert, pas Léonard. Attends. Léonard quelque chose, attends. On peut avoir le son? Écoutez un petit peu. Donc c'est le lac Balaton en Hongrie. Hein. Une ondine au bout des seins de Zégor. Ah, alors, une fois. Je sèche. 2 fois. Aucune idée. Michel Jonas. On aurait pu trouver ça. Ses origines hongroises et le lac Balaton, où je dois vous dire, je suis allé. Je vais passer ma semaine de vacances la semaine prochaine. Le Balaton Furet. Bien sûr. Incroyable. Ben oui, voilà. Donc personne n'a trouvé Michel Jonas, qui accessoirement est mon chanteur préféré et qui a été mélangé à Hervé Villard et Herbert Léonard. Je vous remercie. C'est la même génération, là. Attention, 4e extrait, tout est encore possible. Attention, je veux 2 noms. J'ai toujours gardé les vaches roses. Stone et Chardin. Corinne Tapiro. C'est Corinne. Xavier, il n'y a que vous qui n'avez pas encore marqué 1-1-1, mais tout reste possible. Made in Normandie, puisqu'on peut aussi aller en vacances en Normandie. 5e extrait. Aucune de leur dissuasion. Soprano. C'est Philippe. Je sais que vous l'aviez, Xavier, mais... Et en plus... Il y a un décalage. Non, il n'y a pas de décalage, justement. Marie... Tu l'as avant nous, le son, j'ai vu Marie. Marie, notre réalisatrice, me confirme. Vous n'êtes pas loin. Attention, la suivante est très facile. C'est le... Michel Sardou. Faut être rapide. Il est fort, ce Philippe Bouriaki. Faut être très efficace. Il y en a un autre. Les lacs du Connemara. Donc ça fait 3 pour Philippe, 1 pour Arthur, 1 pour Corinne, 0 pour Xavier, et il reste 3 extraits. Ce qui veut dire que tout le monde peut encore gagner, Xavier peut égaliser seulement. Allez. Attention, c'est pas si simple que ça, on écoute. France Gall. Oh, le Philippe Bouriaki. Ah oui. Non seulement il est affûté, il a pris le soleil et les vacances, mais en plus il est le plus fort. Xavier, vous ne pouvez pas gagner, mais vous avez le droit encore de sauver l'honneur. Il reste 2 extraits. Écoutons. C'est pas Morane? Non. Non, c'est pas Morane. Ouais, c'est connu ça. Bah oui, Xavier. Pourquoi Sahara là?
C'est pas Angoune? C'est Angoune, et en plus, c'est Philippe Bouriaki qui la donne. Philippe Bouriaki, on est à 5. Qui va jouer? Vous savez ce qu'on fait pour la dernière, Philippe? Vous ne jouez plus parce que vous avez gagné. Mais la deuxième place va être décidée. Ça sera soit Arthur, soit Corinne, soit Xavier qui égalisera, auquel cas nous aurons 3 médailles d'argent. Qui chante ça? Je viens d'un tout petit pays. Paradis. Vanessa Paradis, c'est Arthur qui est deuxième. Xavier, comment vous présentez mes excuses? Vous avez été un auditeur fil rouge exceptionnel en apportant des infos, en apportant un sujet bonheur, et tout s'effondre à la fin. Mais restez bien avec nous. Merci, cher Xavier de Floirac, et allez la Gironde. Allez la Gironde. Allez la Gironde. Merci à tous. Bravo Philippe Bouriaki. Dans un instant, les infos. Frédéric Bradel. C'est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match des VV, les vraies voix. Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement LR dans le 12e arrondissement de Paris, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Philippe Bouriaki, conseiller municipal d'Orly, conseiller régional d'Île-de-France. Qu'est-ce que vous conseillez, hein? Et puis co-porte-parole de l'écologie au centre. Et puis Arthur Rouillet pour sa première, qui s'est installé sans problème. Hein, ah oui, il est chez lui. Oh là, il est chez lui, oui. Avocat et conseiller municipal de Vilaine-sur-Seine. C'est dans les Yvelines. On file au 0826 300 300. Hervé? Oui, bonjour. Bonjour. Anthony, vous êtes dans le... Enfin, c'est pas votre prénom, hein, c'est votre ville. Bah oui, dans les Hauts-de-Seine. Vous savez qu'il y a... Alors, dans le club, dans l'histoire de votre ville, il y avait un très grand club de cyclisme, l'Anthony Berny Cycliste. Vous je ne savais pas. Et vous savez qu'un ancien champion du monde, Laurent Brochard, en avait été issu. Mais comment tu sais ça? C'est son job. C'est mon sport. Donc c'est pour ça, quand j'ai Hervé qui nous appelle d'Anthony, je pense un petit peu forcément. Au cyclisme. Hervé, merci en tout cas d'être avec nous. Vous voyez que je connaissais quand même le... Ah non, mais vous êtes très bon, il n'y a pas de problème. Je confirme. Vous me gênez, arrêtez. Bon, allez, Hervé, on revient sérieux parce qu'on redevient sérieux parce que vous vouliez revenir. Alors, ça va beaucoup intéresser les vraies voix autour de la table, ça je peux vous le garantir. Vous souhaitez revenir sur le massacre des minorités, et notamment des chrétiens au Moyen-Orient. Vous écoute. Je suis quand même très surpris, si vous voulez, que le ministre des Affaires étrangères fasse pas une campagne de presse pour prendre la parole sur le problème des minorités chrétiennes et druzes, parce qu'il y a quand même eu ces 2 derniers mois au moins 1200 druzes qui ont été massacrés, 1200 à peu près pareil, 800 à 1200 chrétiens. Je compte pas non plus. Alors là encore pire, ce qui se passe au Soudan. Depuis 2 ans, il y a une guerre civile, et comme 150 000 morts. 150 000 morts. On parle d'un génocide d'ailleurs. Il y a un risque de génocide au Soudan. Alors là, c'est un véritable génocide puisqu'il y a massacre de populations qui sont mises au centre du village. On leur dit qu'on va leur donner de nouvelles habitations et on les assassine et au Soudan le viol est un crime qui est partagé par les milices arabo-musulmanes et donc il y a quand même 12 millions de déplacés et 20 millions qui sont proches de la famine. Alors je dis pas qu'ils sont à la famine, mais ils sont pas loin, c'est soit la disette. Et donc je ne comprends pas que les institutions internationales ne réagissent pas et que la gauche et l'extrême gauche, qui est tellement intéressée par les minorités, notamment à Gaza, soit pas intéressée par ces minorités chrétiennes, druzes et chrétiennes soudanaises africaines. Ouais. Alors très beau message, hein. Merci Hervé, parce que évidemment on imagine que toutes les personnes qui sont issues de cette communauté sont très touchées par ce message. Je pense que vous partagez, hein, Philippe Bouriaki, vous êtes très touché aussi par cette cause. Merci infiniment Hervé pour cette alerte. C'est bon, je peux raccrocher là, c'est ça. Non, tu peux encore nous écouter si tu veux, Hervé. Ah bon, d'accord. Non, mais merci de mettre le point là-dessus. Il y a quelques mois, grâce à Patrick Caram, nous avons réuni à la région Île-de-France, sous l'égide de Valérie Pécresse, la communauté arabo-syrienne, mais chrétienne, qui souffre de persécution, de déportation, de viol, de meurtre, de masse, et tout le monde ferme les yeux. Et on ne le comprend pas. Les chrétiens d'Orient sont les persécutés que personne ne veut voir.
Pourquoi ? Et moi, j'en appelle aujourd'hui à tous les catholiques, à tous les protestants, à tous les évangélistes. Ce sont vos frères, ce sont nos frères en humanité. Moi, je ne suis pas chrétien, mais ce sont nos frères en humanité. Et donc, on ne doit pas avoir une surenchère sur de plus d'un côté ou plus de l'autre. On doit parler de toutes les causes. Et celle-ci, elle est juste insupportable. Hervé, qu'est-ce qui vous a alerté sur cette cause ? Vous êtes directement concerné Non, mais j'ai entendu des informations ou lu des informations dans la presse quotidienne, et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup zappé sur les chaînes, leurs chaînes radio et puis les chaînes de télévision, et je remarque que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, et il y a très peu, on en parle de temps en temps, mais très très peu, et il n'y a pas de campagne de presse, parce qu'en parler c'est bien, mais vous savez très bien qu'en tant que journaliste, ça ne suffit pas. Il faut revenir sur l'information pour faire comprendre et faire prendre conscience aux auditeurs de ce qui se passe. Bon, voilà, ça servait à ça en tout cas. Merci beaucoup Hervé, depuis Antony dans les Hauts-de-Seine. Merci pour ce cri du cœur. Dans un instant, nous allons retrouver Félix Mathieu avec ce qui peut-être restera la bonne nouvelle du week-end. Je vous laisse trouver, c'est dans un instant. C'est le moment tant attendu où Félix Mathieu revient en studio pour nous apporter son information en plus. Autour de la table ce soir, les vraies voix, Arthur Rouillet, Philippe Bouriaki et Corinne Tapiero. Les trois vraies voix, vous avez vibré ce week-end un petit peu ou pas ? Bien sûr. Pour Déborah Saada. Pour Déborah Saada. Non, c'est une dédicace que je voulais passer. Je me disais quand est-ce que je vais pouvoir réussir à le faire. Si jamais vous avez des rendez-vous à passer, n'hésitez pas, on est votre agenda, n'hésitez pas. Je n'ai pas qui met des challenges. Vous qui aimez le sport. la jeune cycliste et le nageur, le beau nageur. Oui, Arthur la connaît, Pauline Ferrand-Prévot. Très bien, évidemment. Très très belle victoire, effectivement, du cyclisme français. Félicx Mathieu, abordons le sacre de Pauline Ferrand-Prévôt sur le Tour de France, qui a battu hier en plus un record d'audience. Et oui, 7 700 000 téléspectateurs, soit plus de 41% de part d'audience, du jamais vu pour une étape du Tour de France Femmes, plus de 10 points au-dessus du précédent record, souligne France Télévisions au lendemain de cette séquence mémorable. Moment historique, Pauline Ferrand-Prévôt remporte le Tour de France, 36 ans après Jeannie Longo, la consécration d'une reine, d'une femme au nord, l'un des plus grands exploits du sport français. Voici, mesdames et messieurs, Pauline Ferrand-Prévôt. Pauline Ferrand-Prévôt qu'on a vu se retourner plusieurs fois dans la dernière ligne droite comme pour vérifier qu'il n'y avait personne juste derrière elle. Et non, il n'y avait personne. Enfin, pas immédiatement derrière. Nicolas Jay aussi, le commentateur. Voilà, au passage de France Télévisions. Sympathique Nicolas. On le salue. Consécration sur route pour la cycliste tout-terrain, VTT, cyclocross. Et comme un passage de relais, elle a reçu hier en plus les félicitations de deux illustres prédécesseurs du panthéon de ces Français qui ont remporté la grande boucle, Jeannie Longo et Bernard Thévenet. Pour en parler, nous sommes en ligne en tout cas avec le sélectionneur national de l'équipe de France féminine de cyclisme. Bonsoir Paul Brousse. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Paul et bravo à toutes vos filles, parce que on parle de Pauline Ferrand-Prévôt, mais toutes les filles de l'équipe de France que vous allez retrouver pour le championnat du monde, c'est au Rwanda cette année, le championnat du monde. Ouais, tout à fait. Championnat du monde au Rwanda, et il ne faut pas oublier un championnat d'Europe en France dans la foulée début octobre. En plus, et vous avez une sacrée équipe. Allez-y, cher Félix Mathieu. On vous imagine très ému hier soir et certainement aujourd'hui encore, après ce sacre. Ouais, clairement. Non, j'ai envie de dire, même sur toute la semaine, comme l'a rappelé Frédéric, c'est un Tour de France exceptionnel pour les Françaises. Alors, c'est sûr que on attendait la confirmation, si c'était nécessaire, des trois filles qui étaient dans le top 10 l'an passé, Carbaol, Musique, Labousse, dans des rôles un peu différents cette année. Et puis le point d'interrogation, c'était de savoir si Pauline Ferrand-Prévôt allait pouvoir réussir à... Voilà, elle avait dit qu'elle se donnait 3 ans pour gagner ce Tour de France, mais au vu de son début de saison, vainqueur de Paris-Roubaix, 2e Tour des Flandres, 3e d'Estrade Bianchi, on savait bien que ça pouvait aller très très vite, cet objectif, et que ça soit rempli dès cette année. Voilà, elle a remporté fort belle, en plus de fort belle manière, parce que les écarts ils sont conséquents avec les autres. Ça a été une joie immense, beaucoup d'émotions, et on n'oublie pas aussi les 2 victoires de suite consécutives de Maëva Skiban. Pour le coup, elle, je pense que c'est la révélation de cette semaine. Moi, bien
je la connaissais parce que depuis les jeunes catégories, elle est très forte. Mais là, ouais. À L2, Maëva et Pauline, ça fait 4 étapes, hein, Félix. Ouais. Cette consécration en présence de Jeannie Longo, de Bernard Thévenet, c'est tout un symbole. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est sûr que Jeannie Longo, c'est une légende du cyclisme, même au-delà, une légende du sport. Et puis je pense que Pauline, c'est la même chose en fait. Elle a tout gagné en fait. C'est championne du monde dans toutes les disciplines du cyclisme, route, VTT, cyclocross, gravel. Elle est championne olympique de VTT. Elle vient de remporter le Tour de France. Elle a gagné Paris-Roubaix. Il ne reste pas grand-chose pour gagner toutes les plus grandes épreuves de son sport. Et ça, je pense que il y en a pas beaucoup qui ont réussi. Et voilà, ça faisait un petit peu passage de témoin hier, même si Jeannie Longo et Pauline, je pense qu'elles se sont croisées à un moment donné, il y a une dizaine d'années, quand Jeannie était en fin de carrière. Et oui, Pauline... parce que Jeannie Longo a arrêté autour de 50 ans, hein, on le rappelle. Et 50 ans, c'est justement l'année, il y a 50 ans, Bernard Thévenet remportait son premier Tour de France en 1975. Vous savez que c'était spécial parce que c'était la première arrivée sur les Champs-Élysées, Corinne Tapiro. Tout à fait. Ça, c'est une grande et belle idée. Hein. Ah oui. Chez vous, à Paris, sur les Champs-Élysées, c'était la première du maillot du meilleur grimpeur. Donc c'était beaucoup d'émotions. Paul Brousse, moi j'ai une question, parce que qu'est-ce qui peut l'intéresser maintenant, Pauline Ferrand-Prévôt? Bien sûr, vous allez la coacher et elle sera sans doute votre leader sur les prochains championnats du monde, mais quitte à s'amuser, il lui manque quand même une discipline du cyclisme qui est la piste. Puisqu'on y est, allez-y, qu'en pensez-vous, Paul? Ouais, alors pour répondre aux deux questions, déjà pour la fin de saison, championnat du monde, championnat d'Europe, je pense que on a prévu de s'appeler dans la semaine avec Pauline pour discuter de tout ça, parce que voilà, on l'a bien compris, Pauline, elle fonctionne par objectif. Là, la target l'an passé, c'était les Jeux Olympiques. Cette année, c'était le Tour de France. Donc, est-ce qu'elle va être capable est-ce qu'elle va avoir envie de refaire de nouveau des gros sacrifices pour refaire un pic de forme en septembre? Voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on discute assez rapidement. C'est pas encore gagné, donc ça, ouais, c'est en suspens. C'est pas gagné parce que voilà, en fait, Pauline, elle se met dans sa bulle à un moment donné, et puis elle est un petit peu, je sais pas si le terme est bon, mais elle est un petit peu robotisée, et elle va dans son objectif. C'est le Tour de France, c'est passé. Et sur la piste, en poursuite, non, c'est pas vraiment son domaine, quoi. Enfin, je parle pas du sprint, évidemment. Ouais. Non, pas du tout. Sur la piste, je pense que c'est pas une discipline dans laquelle elle pourrait, bien qu'elle sait tout faire, mais là, je pense que c'est pas du tout son objectif. Après, à venir, est-ce que gagner plusieurs fois le Tour de France, est-ce que d'être championne olympique sur route, ça, c'est un truc qu'elle n'a pas fait encore. Ça peut être un objectif qui... Donc ça veut dire 2028, dans 3 ans à Los Angeles. Elle sera encore dans les cordes. Ça serait dans 3 ans Los Angeles, sachant que voilà, son contrat, logiquement sur route, a revenu pour 3 ans, jusqu'en 2027 chez Visma, avec cet objectif de remporter le Tour. Est-ce qu'elle prolongera après? Voilà, je pense que c'est un peu trop loin. Et voilà, faut laisser faire les choses, mais en tout cas, concernant ses objectifs, moi je peux pas répondre à sa place, mais bien sûr, si c'est les objectifs qui sont sous le maillot de l'équipe de France, moi j'en serais ravi. Et oui, parce que vous êtes au cœur de la machine, je le rappelle, Paul Brousse. Réaction autour de la table, les vraies voix. Arthur Rouillet, hier, on a vécu un moment exceptionnel du sport féminin. Ouais, je crois qu'il faut saluer la performance déjà de Pauline Ferrand-Prévôt, c'est exceptionnel, son parcours, son palmarès, depuis avec son histoire et à un moment donné les blessures, donc le retour et les JO les dernières, et puis là le Tour de France, c'est juste exceptionnel. Je crois qu'il faut d'abord saluer la performance, et puis effectivement plus généralement ça fait plaisir de voir quand même un événement féminin, de sport féminin, voir une audience aussi importante. Je crois que c'est aussi la démonstration que petit à petit le sport féminin se voit reconnaître en réalité un audimat et a fortiori une visibilité sur la scène nationale. Ouais, les handballeuses avaient montré l'exemple, notamment. Évidemment. Petit clin d'œil, évidemment. Corinne Tapiro. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. D'abord, elle est très enthousiaste et elle communique sa joie et finalement, elle fait partager cette victoire à tout le monde, et je trouvais que c'était un moment assez exceptionnel. Franchement, bravo à elle. Bon, alors, monsieur le conseiller régional d'Île-de-France, spécialiste de sport, Philippe Bouriaki. Bon, hier, c'est quelque chose qui va marquer l'histoire de la télé même, hein? Mais carrément, mais là ça veut dire que, et c'est beau parce que
Tout le monde a regardé, en famille, les hommes. 7 700 000, c'est ça. 7 700 000, Félix Mathieu. Alors maintenant, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais dire des choses qui fâchent. Merci à Pauline, merci à toutes les coureuses qui ont participé, qui ont fait vibrer, qui ont montré notre beau pays, ces beaux paysages, cette belle carte postale. Elles sont parties de Bretagne, elles ont fini à Châtel. C'était une Ma question, et c'est là où je prends mon étendard de politicien. Est-ce que elles ont été primées comme les hommes ? Est-ce qu'elles reçoivent la même solde que les hommes ? Alors non. Donc c'est pas normal. Non, mais Paul Brousse, on rappelle aussi que les hommes, 21 étapes, les filles, 9. Donc il y a une certaine logique. Mais quand on fait une cote mal taillée, vous en pensez quoi, Paul Brousse, sélectionneur de l'équipe de France féminine ? Non, moi je rejoins un peu vos propos. Je pense que voilà, la différence, elle est normale. Parce que oui, comme tu l'as dit Frédéric, il y a 21 étapes chez les garçons, il y en a 9 chez les filles pour le moment. Mais si on fait la règle de 3, voilà, les 500 000 euros pour le vainqueur du tour et les 50 000 pour les filles, on n'est pas dans les... Donc oui, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel les organisateurs du Tour de France doivent réguler. Alors, peut-être baisser les garçons pour donner plus aux filles, je ne sais pas. Après, ça, très bonne idée. Oui, alors, ça c'est une manière de voir le chose. Ou alors, Paul Brousse, Paul, bon, ça coupe un petit peu, Paul, hein, mais je reviens te voir, mais juste un mot, Arthur, ça veut dire aussi que les grosses entreprises doivent s'y intéresser, investir plus aussi, parce que ce sont des partenariats qui financent finalement. Oui, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait une visibilité accrue de plus en plus forte du sport féminin, et donc effectivement faire travailler les entreprises, avoir des accords et des partenariats entre les entités sportives et puis les entreprises privées qui finalement tout à leur intérêt. Parce que ça c'est terriblement RSE, hein, Corinne. Oui, non, mais non seulement ça, c'est-à-dire que l'audiance est quand même très très importante et ça va nécessairement attirer des entreprises, c'est obligatoire. Et puis les télés, quand elles achètent les droits de diffusion, il faut que ça soit les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Aujourd'hui, on ne doit plus avoir ce débat, c'est plus possible. Bon, alors après, vous savez qu'en termes d'audience, plus on avance dans le mois d'août, moins c'est calculé, enfin il y a tout un système. Qu'on le fasse avant les hommes. C'était la 4e édition de la nouvelle formule du Tour de France féminin et on est revenu comme aux belles années où Jeannie Longo gagnait. Là, c'est Pauline Ferrand-Prévôt. Paul Brousse, merci beaucoup, cher Paul, de nous avoir éclairé et un titre de champion du monde, parce qu'il y a de quoi faire, hein, Paul, hein. Ouais, il y a de quoi faire. Et puis, c'est vrai qu'il y a Pauline, mais il y a aussi toute une nouvelle génération qui arrive derrière. Il y a les Julie Bégaud. Et Vita Musique. Voilà, il y a une très belle génération. Moi, j'en suis super heureux. Et puis, le titre, on va tout faire pour, en tout cas. Merci, bravo Paul Brousse. Merci, cher Félix Mathieu. Avec plaisir. Vous savez que vous me faites plaisir quand vous faites un sujet comme ça. Ça fait plaisir à tout le monde. Surtout, on se fait plaisir. Surtout aux auditeurs de Sud Radio, j'en suis convaincu. Dans un instant, ça sera le tour de table. Et là, ça va pas être pareil. 9h, Frédéric Brandel. Tous les sujets, toute l'actualité, et vous n'hésitez pas à nous les suggérer, ces sujets, au 0826 300 300, vous les auditeurs de Sud Radio. Zach est au standard, vous avez vu tout à l'heure Hervé qui nous a proposé son sujet. Bref, vous êtes les bienvenus autour de nos 3 vraies voix. Ce soir, Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement LR, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, le tout à Paris dans la capitale. Philippe Bouriaki, conseiller municipal d'Orly, conseiller régional d'Île-de-France et co-porte-parole de l'écologie au centre, et puis Arthur Rouillet, avocat et conseiller municipal de la ville de Vilaine-sur-Seine dans les Yvelines. Ils sont prêts, c'est un petit peu leur moment parce que nous y sommes. Voici le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Le tour de table, le principe, c'est chaque vraie voix arrive avec son sujet et il a carte blanche. Elle a carte blanche, la vraie voix. Sauf si évidemment ça fait doublon avec un autre sujet, parce qu'on va pas parler 2 fois de la même chose. Donc voilà, je le reprécise parce que des fois il y a des questions autour de cela. On commence par vous, Corinne Tapiro, coup de gueule sur la question des otages et notamment sur le positionnement d'Emmanuel Macron et de Jean-Noël Barrot, son ministre des Affaires étrangères. Je suis en colère et j'ai honte. En 1945, le monde disait plus jamais ça.
En voyant les images effroyables de Rom Bralewski et de Eviatar David, otages des barbares du Hamas depuis 668 jours, je suis horrifiée et j'ai honte. En 2025, c'est encore ça. Ça, la haine antisémite avec ses habits neufs de l'antisionisme. 50 otages encore prisonniers dans les tunnels aux mains des barbares du Hamas. J'ai honte d'un président qui choisit ce timing pour parler de reconnaître un État palestinien et reçoit les félicitations du Hamas qui voit dans ce geste l'aboutissement des pogroms du 7 octobre. J'ai honte que mon pays, la France, tourne dos à l'histoire, qu'on piétine l'article 80 de la Charte des Nations Unies, cette clause des Juifs qui protège leurs droits sur la terre d'Israël. J'ai honte d'un président dont la parole fluctue au gré du vent et de son avenir personnel, comme nombre de politiques, hélas. J'ai honte d'un ministre, au fond, étranger aux affaires, qui commet bourde sur bourde et accueille sans contrôle des Gazaouis et en attend des satisfecit. J'ai honte et je suis en colère qu'il oublie que seul le Hamas choisit les réfugiés à exfiltrer. J'ai honte que l'on parle de reconnaissance d'un État sans frontières, sans tête, mais avec la seule volonté de détruire, dont la seule volonté est de détruire Israël et les Juifs, comme le stipule leur charte. J'ai honte que jamais ne soit exigé de ces mêmes terroristes, car nous en sommes là, à cirer les pompes des barbares, qu'ils reconnaissent l'État d'Israël et son gouvernement souverain et qu'ils libèrent les otages. J'ai honte de voir la France alignée sur ceux qui veulent plaire au monde arabe, au mépris du peuple juif et de sa sécurité, tant en Israël qu'en France. J'ai honte pour les mots que l'on vide de leur sens, pour les promesses que l'on trahit, pour les principes que l'on foule aux pieds. J'ai honte qu'on appelle ça la paix quand c'est une lâcheté diplomatique. Prétendant nourrir la paix, en réalité, on nourrit le conflit et elle, l'histoire, ne l'oubliera pas. Alors oui, je suis en colère et j'ai honte et je ne suis pas la seule. Coup de gueule de Corinne Tapireau. Peut-être juste un mot rapide, les deux autres vraies voix sur le timing choisi par Emmanuel Macron, Philippe Bouriaki, pour reconnaître l'État palestinien. Un mot, c'est très compliqué parce que depuis le 7 octobre, Frédéric, on a été pris en otage. Le monde libre a été pris en otage, et j'espère ne pas choquer Corinne, par l'extrême droite israélienne et les islamistes. Et donc aujourd'hui, la position que tu prends, quoi que ce soit, tu prends des coups de partout. Et ça suffit. Il y a des enfants qui meurent à Gaza, il y a des vieillards qui meurent à Gaza, il y a des civils juifs pacifistes israéliens qui étaient pour la paix en plus, qui sont morts de manière atroce, indigne. Nous avons 52 otages. Même les corps, pour moi, ça reste des otages parce que les familles ne peuvent pas faire le deuil. Le Hamas, en diffusant ce week-end, alors que la France a été vent debout pour faire cette conférence pour la reconnaissance d'un État palestinien, en diffusant ces hommes, ils cherchent quoi, le Hamas ? Ils cherchent quoi? Que tous les Palestiniens meurent à cause d'eux? C'est plus possible. C'est ça qu'ils cherchent. Arthur Rouillet. Je crois qu'ils s'en foutent en réalité. Je pense que le sujet n'est pas là pour eux. Je pense que c'est toute la difficulté de ce sujet. En un mot, c'est juste impossible. On parle d'un conflit qui est millénaire. Cela dit, je crois qu'il y a un moment donné où il va falloir quand même se poser sérieusement la question de comment mettre côte à côte et travailler réellement à un processus de paix, c'est-à-dire en effet avoir la possibilité de mettre en place cette paix et donc de donner les moyens à la paix d'arriver, sans opposés comme ça en fait, et sans laisser la main, la voix à ces organisations qui ne souhaitent pas la paix, il faut quand même le rappeler, qui ont comme seul objectif de détruire l'État d'Israël, ce qui est comme un autre sujet, et qui en effet aujourd'hui n'amènera certainement pas vers cette paix durable. Et ça, c'est pas une mince gageure. C'est à vous maintenant, Philippe Bouriaki. Alors vous nous le dites, moi c'est une phrase choc, mais ça vous ressemble ça, hein. Arrêtez de laisser crever de faim nos seniors, c'est-à-dire... Je vais vous faire une confidence, et c'est la boule au ventre que je vous le dis. Ce matin, moi, je me suis rendu aux impôts parce qu'ils m'ont réclamé des sous, alors qu'en fin de compte, c'est eux qui m'en doivent. Et en rentrant, je m'arrête à un feu et je vois une personne âgée collecter dans une poubelle publique, vous savez, avec les films transparents, des bouteilles en plastique. Puis elle fait de poubelle en poubelle sur une trentaine de mètres. Et alors moi je suis écolo, j'ai dit super, en fin de compte elle contribue au recyclage, et à un moment donné je lui dis madame, vous n'allez pas faire toutes les poubelles de la ville. Et elle me dit non monsieur, je fais ça pour me nourrir, parce qu'il y a les consignes au Leclerc et à chaque bouteille c'est 1 centime. Et pour moi 1 centime c'est beaucoup. Et je vous assure, ça a été hyper violent. Je m'attendais pas à ça. En plus, moi, je lui ai fait sous le forme un petit peu de la boutade. Alors, j'avais que 20 € sur moi, mais c'est pas le truc. Donc, je lui ai donné. Mais je me dis, quand on a nos retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui sont ici dans leur terre, la nation doit être solidaire.
devoir aller chercher des poubelles en plastique, des bouteilles en plastique pour aller au centre commercial pour les consignes, tu sais, maintenant tu mets pour pouvoir se nourrir, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs qui avaient fait des grandes études, nos seniors, on n'a pas le droit. La solidarité nationale commence par nos enfants, elle finit par nos seniors et on ne doit oublier personne. Encore une fois, très touchant. Merci Philippe Bouriaki. Et puis votre tour de table, Arthur Rouillet. Alors là, c'est un coup de gueule sur l'agression d'une voiture de police à Marseille. On a bien en tête cette séquence. Ouais, je crois que la vidéo a fait quand même le tour des réseaux sociaux. Le 28 juillet dernier, donc il y a une voiture de police qui a été percutée dans le 14e arrondissement de Marseille vers 19h. En réalité, ce qui est particulièrement choquant sur cette vidéo, c'est bon, évidemment filmer un accident, ça pose question. Les rires, les moments de joie quelque part qui ressortent et qu'on entend bien dans la vidéo, et effectivement les policiers qui ont été pris à partie suite à cet accident malheureux interrogent. Et en réalité, il interroge sur notre capacité. On évoquait le sujet tout à l'heure par rapport aux prisons, à notre capacité de vivre ensemble en fait, à comment on voit le pacte social, le contrat social qui justifie notre démocratie française et notre société actuelle. Pour moi, cet incident, c'est pas seulement un simple fait divers. Il symbolise une dérive qui est plutôt inquiétante, celle d'une société dans laquelle le respect de la règle commune s'efface au profit d'un rejet émotionnel, parfois violent, de l'autorité publique. La scène de Marseille n'interroge pas seulement notre rapport à la police, elle met en cause notre capacité à vivre ensemble en réalité. Que reste-t-il du pacte social dans un quartier où l'on filme un accident plutôt que de porter secours ? Sommes-nous en train d'entrer dans une ère où l'individu prime définitivement sur le collectif, où chacun devient sa propre loi, son propre juge? Et il ne s'agit pas ici de dresser en réalité des murs, de dresser des murs entre eux et nous, entre ce qu'on pourrait appeler des banlieues ou les institutions. Mais si plus personne ne reconnaît l'autre comme légitime, alors faire société devient une illusion. Cet événement, comme tant d'autres récents, nous impose de nous proposer publiquement et collectivement la question de vivre ensemble. Pas seulement en slogan, mais en acte. Merci à vous trois pour vos tours de table. Arthur Rouillet, Philippe Bouriaki, Corinne Tapiro, vos sujets forts. Et vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, on vous rappelle le principe. Si vous voulez porter des sujets, en général en début d'heure, à 17h07 ou 18h07, vous avez la parole. Dans un instant, donc, le coup de projecteur. Donald Trump continue sa pression diplomatique pour obtenir la paix entre Kiev et Moscou. D'abord avec un ultimatum qui arrivera à son terme en fin de semaine, puis en envoyant son émissaire mercredi ou jeudi à Moscou. Interventionniste sur l'ensemble de la planète, la société américaine se prend à interroger son président sur un possible, tenez-vous bien, prix Nobel de la paix. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Selon l'évolution de la guerre en Ukraine, Donald Trump mériterait-il le prix Nobel de la paix? Dites-nous ce que vous en pensez sur le compte X, mais aussi au 0826 300 300. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir celui qui sera notre témoin. On a beaucoup d'avocats ce soir. En l'occurrence, celui-ci est aussi très brillant, avocat aux États-Unis, président du Forum transatlantique spécialiste de la vie politique américaine, Jean-Claude Beaujour. Bonsoir Jean-Claude Beaujour. Bonsoir. En un mot, Jean-Claude, vous connaissez mieux que personne le fonctionnement de nos débats. Juste pour lancer la question, oui ou non c'est possible aux États-Unis, les gens veulent le prix Nobel de la paix pour leur président ou pas tant que ça ? Écoutez, je ne pense pas que ça intéresse la majorité des Américains. Je n'ai pas ce sentiment sur le terrain. En revanche, oui, c'est vrai que Donald Trump tient à son prix Nobel et vous avez constaté que la porte-parole de la Maison-Blanche a mis véritablement tout son poids dans la balance pour lancer un appel. Elle veut absolument que le président ait le prix Nobel. On a bien compris, avec le sens de la pondération de Jean-Claude Beaujour. On va en parler. Donnez-nous votre point de vue sur le compte X de Sud Radio. Selon l'évolution de la guerre en Ukraine, Donald Trump mériterait-il le prix Nobel de la paix? On en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Dans un instant, ils vont débattre dans le cadre du coup de projecteur avec un sujet particulier. C'est une histoire de point de vue. On le demandera donc à Corinne Tapiro, à Philippe Bouriaki et à Arthur Rouillet, nos trois vraies voix de ce soir, ce qu'ils en pensent. Le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
La semaine s'annonce cruciale pour l'avenir de l'Ukraine et donc de la paix dans le monde. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, est attendu mercredi ou jeudi à Moscou. Le président russe a répété que les conditions posées par Moscou en vue de la paix restent inchangées. Fin de citation. Mais à quelques jours de la fin de l'ultimatum lancé par le président américain à Vladimir Poutine, le pari de Donald Trump de ramener la paix en Ukraine s'envisage de nouveau. Du coup, les Américains s'interrogent régulièrement sur ses chances d'obtenir le prix Nobel de la paix. Nous vous posons la question sur le compte X. Alors, la voici. Selon l'évolution de la guerre en Ukraine, Donald Trump mériterait-il le prix Nobel de la paix? Vous dites oui à 45%, non à 55%. Ce qui veut dire qu'il y a débat. Pour nous éclairer, Jean-Claude Beaujour, avocat aux États-Unis, président du Forum transatlantique, spécialiste de la vie politique américaine. Mais avant de vous solliciter tous autour de la table, écoutez cette séquence. Lors du mini-sommet américano-africain, le président gabonais Brice Oligui Nguema prend fait et cause pour Donald Trump sur le sujet. Le lauréat pour le prix Nobel de la paix, je ne vois pas d'objection. Sans être prétentieux, je pense que le président Trump le mérite pour les efforts déjà qu'il a fait pour la paix à travers le monde. Et je me situe également dans ma zone, notamment celle de la CAC, où il a ramené la paix entre la RDC et le Rwanda. C'est ma zone de la CAC. Nous nous sommes réunis à plusieurs fois en chef d'État. C'est un accord qu'on n'a jamais pu obtenir dans la CAC. Bon, vous voyez, là, c'est une scène quand même forte. Alors, elle se passe... Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous éclairer, Jean-Claude Beaujour, sur cette scène. C'est une journaliste américaine, je crois, hein, c'est micro tendu, comme l'on dit dans notre profession. Il y a pas mal de chefs d'État africains qui sont réunis autour de Donald Trump. Selon vous, Jean-Claude Beaujour, c'était un peu orchestré ou alors les médias sont vraiment pris au jeu et ça les passionne ? Alors, vous savez que toutes les questions sont quand même, tout est assez bien organisé. La communication autour du président des États-Unis et surtout dans le bureau ovale ne se fait pas comme ça au petit bonheur la chance. Donc, il y a de fortes chances d'imaginer que les choses étaient un peu prévues. Cela étant, quelle aurait été la réponse possible du président gabonais? Soyons sérieux, il ne pouvait pas répondre autre chose. Vous êtes devant quelqu'un, en tout cas quand vous êtes invité par le président des États-Unis, on vous demande est-ce qu'il mérite le prix Nobel de la paix, pourquoi ne pas dire oui? De toutes les façons, on va être simple, puisque j'ai compris qu'il y avait d'autres de mes confrères, il y a quand même des règles. La première, c'est que la shortlist, la première liste est arrêtée par le comité Nobel au début de l'année. Donc en principe, la proposition qui a été faite par le Premier ministre Netanyahou ne pourrait valoir que pour 2026, parce qu'en principe, il fallait que cette présentation soit faite en janvier. Pour le président Trump, hein, vous avez... oui. Pour le président Trump, oui. Le président Trump, autant pour moi. Pour le président Trump, soit faite Netanyahou pour Trump, puisque c'est lui qui a présenté notamment lui qui a présenté la candidature. Il y a d'autres personnes, d'autres professeurs d'université qui l'ont fait aussi, donc ça aurait dû être fait au mois de janvier. Bon, alors, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Il y a de fortes chances que ça ne soit pas fait. Donc, en principe, il ne serait éligible qu'en 2026. Et puis, le président gabonais ne pouvait pas dire autre chose. Il ne se risque à rien puisque ça n'est pas lui qui décide. Le comité Nobel étant complètement indépendant, aussi bien des personnes qui se sont exprimées dans votre reportage que du peuple américain. Alors, c'est ce que disent hein, d'ailleurs les chefs d'État. Mais bon, il en fallait bien un qui commence par prendre la parole parce que ce n'était pas obligatoire. Il y a le Mauritanien qui après a surenchéri également, mais on comprend bien avec ce que vous nous dites, Jean-Claude Beaujour, que tout cela est très bien organisé. Arthur Rouillet, est-ce que ça semble crédible, cette histoire d'avoir un Donald Trump prix Nobel de la paix? Alors, on précise dans la question que ça dépend de ce qui va se passer aussi en Ukraine, hein. Voilà, je pense qu'à Trump, rien n'est possible. Il veut, à mon avis, surtout ramener la coupe à la maison. Non, cela dit, sans humour, sans trait d'humour, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet, c'est que il y a en effet la question de l'issue de ce conflit russo-ukrainien et effectivement son implication dedans. Je pense qu'il faut quand même surtout pas limiter l'impact, le rôle de Donald Trump à seulement ce conflit russo-ukrainien. En réalité, aujourd'hui, le rôle qu'il a, il est bien plus global. Il faut pas non plus être complètement dupe. Hein. Il est là dans une posture aussi de géopolitique
global. Mais enfin, les pays africains en parlent. Il a pris position sur le conflit au Moyen-Orient, donc il est là. Quoi. Ouais. Oui, bien sûr qu'il est là. C'est l'une des plus grosses puissances mondiales. En effet, il a nécessairement un rôle diplomatique et géopolitique. Moi, je pense qu'en réalité, c'est presque plutôt un sujet de rapport de force et avec la Russie et avec la Chine en l'occurrence. Et qu'effectivement, c'est le positionnement qu'il a aujourd'hui, c'est simplement de dire, regardez, j'en suis capable, je suis le meilleur, et effectivement, j'ai la possibilité d'arriver au bout de ce sujet. Ah oui, tout cela dans le cadre d'une stratégie. Je reviens vers vous avant de solliciter les deux autres vraies voix. Jean-Claude Beaujour, alors vous entendez ce qu'a dit votre confrère, Arthur Rouillet. Il y a aussi cette comparaison avec l'action de Barack Obama, qui lui l'avait eu. 2009. Oui, alors c'est vrai. Alors c'est vrai. Vous avez dit modération, pondération de ma part. Moi, je suis toujours très prudent et même à l'époque pour Barack Obama, j'avais trouvé un peu rapide qu'on lui donne le prix Nobel alors que son mandat n'était pas terminé. Donc il faut être. Moi, je suis toujours assez prudent parce qu'on parle de la paix, on parle de sujets importants, on parle de milliers de personnes qui meurent, on parle de choses qui sont dramatiques à travers la planète. Et plus que jamais, notre planète est vraiment en situation difficile. Ce que vient de dire mon confrère qui est intéressant en disant s'il a le prix Nobel, si son pas joue, ça peut être aussi une façon d'organiser le rapport de force avec les Chinois, avec les Russes, etc. S'agissant de la Chine, je peux vous dire que j'étais la semaine dernière même à Pékin et à Shanghai, j'ai vu un certain nombre de responsables chinois. Je pense que ça n'est pas de nature, le prix Nobel de la paix, ce n'est pas de nature à infléchir les Chinois. Je pense qu'il faut se méfier. C'est vrai que les États-Unis comptent dans la relation mondiale dans son rapport avec la Chine, mais les Chinois ne se laisseront pas impressionner par cela. Ils ont des objectifs très clairs et ils continueront cette compétition. Donc je crois en revanche que sur le plan interne, le président Trump veut ce prix Nobel et on peut le comprendre, ça peut aussi s'entendre. Pourquoi pas? Il veut ce prix Nobel parce que n'oublions pas qu'il va rentrer à partir de septembre. On va commencer la campagne de mi-mandat et qu'il a besoin de dire à son opinion publique, vous voyez, j'ai aussi des résultats. La preuve, c'est que sur le plan international, on m'a reconnu, je suis reconnu. J'ai fait aussi bien que mes prédécesseurs. N'oublions pas Roosevelt, n'oublions pas un certain nombre. De toute façon, dans l'art de la diplomatie, et vous en êtes un spécialiste, Jean-Claude Beaujour, chacun y va avec ses arguments. Corinne Tapireau, ça vous semble plausible ou pas? Alors moi, ce qui me paraît surprenant, et je remercie Jean-Claude Beaujour, que je salue, d'avoir rappelé cet épisode Obama. Obama n'a absolument rien fait pour la paix. Or, le comité du prix Nobel de la paix décide en fonction de l'action, paraît-il, également de savoir si la paix elle est réalisée. Donc pour le moment, l'Ukraine, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que lors de son précédent mandat, on aurait pu imaginer que Trump le reçoive au nom des accords d'Abraham. Parce qu'il a quand même réussi, on peut l'aimer, l'apprécier, pas l'apprécier, il a quand même réussi à faire réconcilier des peuples qui étaient au départ irréconciliables. Et je trouve que c'était déjà plutôt pas mal. Maintenant, dans ce comité, j'allais dire olympique Nobel, il y a quand même des gens qui ont un mode de vie, qui ont un schéma de pensée, ce sont quand même globalement des Norvégiens. Je ne pense pas que Trump ait des relations exceptionnelles avec les politiques norvégiens qui pourraient faire influencer. Il Après, a finalement, c'est le lobby, quoi, qui est en train de se faire. Il a assez peu de soutien, et je sais que la Norvège lui reproche beaucoup de ne pas s'aligner sur les valeurs européennes, qui sont d'ailleurs des valeurs wokistes. Donc, faut pas. Donc je ne sais pas, s'il pourra le recevoir. La Norvège sur des valeurs wokistes, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai pas eu cette impression. C'est surtout une société scandinave. Oui. Non, mais je parle de la société, de l'Europe, qui dit les valeurs européennes, qui sont quand même globalement. Écoute, si. Wokiste, non, c'est un peu différent. Je le perçois pas comme vous, moi, mais vous pouvez le dire, c'est le principe de la radio. Vous l'avez dit. Et je suis pas d'accord avec vous, mais au moins on se l'est dit. Et c'est ça qui était bien. Philippe Bouriaki, sur l'aspect plausible de la chose. Tout est plausible avec un grand mégalomane comme Donald Trump, et d'ailleurs il a quand même ressuscité de la mort politique, donc tout est possible. Il faut rappeler que en exercice, Donald Trump, s'il le reçoit, ne sera pas le seul. Jimmy Carter, c'est le seul président des États-Unis qui n'a pas eu les accords de Camp David. Mais Theodore Roosevelt a été dit en 1906, Woodrow Wilson en 1919 et Barack Obama en 2009. Mais Barack Obama, c'était dans le cadre des engagements nucléaires.
des engagements nucléaires. C'est dans ce cadre-là qu'il a bénéficié. Effectivement, il faut que ça soit établi. Il faut qu'il y ait une paix entre deux peuples. Et pour vous, oui, c'est établi. Si par exemple, là, aujourd'hui, je suis désolé. Mais l'Ukraine peut tout changer. C'est-à-dire qu'il joue son destin sur l'Ukraine, mais du coup, ça relance des espoirs pour l'Ukraine. Mais ça, du coup, pas que de l'Ukraine, parce qu'une fois qu'il aura le prix Nobel de la paix, il va accentuer le reste sur toutes les influences qu'ils ont au Proche-Orient, par exemple. Mais il y a un sujet très épineux avec la Chine, c'est Taïwan. Oui, alors il y a ça aussi. Jean-Claude Beaujour, vous vouliez réagir, allez-y. Alors, je voudrais effectivement, pour dire à Corinne que l'Europe, les valeurs européennes, moi je me sens pas rockiste en tant que tel, et pourtant j'ai aussi les valeurs européennes. Cela étant, je pense que Donald Trump, effectivement, il sait campagne, il sait faire cela. Je pense que ce qui se dit à Washington en ce moment, c'est qu'effectivement ce prix, ça se dit aussi, ce prix pourrait aider le président sur un certain nombre de dossiers, mais les choses ne sont pas très claires. Certains disent, oui, ça nous permettrait d'avancer sur un certain nombre de dossiers autres, parce que là encore sur la Chine, je pense que la question de Taïwan, c'est pas le prix Nobel qui fera bouger la Chine pour l'instant. Oui, non, mais on est bien d'accord. Il y a cette histoire d'Ukraine. Alors Trump qui a déclaré que 2 sous-marins nucléaires dont il avait ordonné le déploiement à la suite d'un conflit vocal oral avec Dimitri Medvedev se trouvaient désormais dans la région. Donc il a planté le décor. Il se positionne. Ça réagit au 0826 300 300. Patrick qui nous appelle depuis Livry-Gargan. On est bien sûr en Seine-Saint-Denis. Patrick, je crois que vous êtes marié avec une Ukrainienne. Et donc, évidemment, vous attendez cette semaine avec impatience. Il y a la fin de l'ultimatum de Donald Trump. Il a peut-être un coup à jouer. Est-ce qu'il un peu effrayant. Est-ce qu'il y a une espèce d'espoir, Patrick ? Écoutez, en tous les cas, tout est possible avec Donald Trump, il l'a prouvé. Puisque, je sais pas, quelqu'un qui s'est réélire président des États-Unis et qui s'est réjoui de l'attaque des Capitoles en soutenant par des tweets des gens qui l'attaquaient. Si on met ça sur le papier, normalement, jamais vous pouvez vous représenter. Or, il s'est représenté et surtout, il a été réélu. Donc, tout est possible avec lui. Je pense qu'il vise, au travers du prix Nobel, moi, ça fait plutôt penser à un hochet dans une panoplie à avoir j'ai la totale, j'ai été président des États-Unis, puis en plus, j'ai eu le prix Nobel, un concours de celui qui a la plus grosse collection de distinctions honorifiques. Merci, mais je ne le sens pas avoir vraiment conscience de ce que c'est qu'un prix Nobel. Quand vous me citiez tout à l'heure Jimmy Carter, il y avait vraiment eu un travail qui, 50 ans après, est toujours viable. Il y a toujours la paix entre l'Égypte et l'Israël. Donc il avait vraiment œuvré Anwar el-Sadat et Menahem Begin. Il avait vraiment œuvré pour quelque chose qui avait fonctionné. C'est ça aussi. Pendant longtemps, ils ont dû dur. Quand vous citez les accords d'Abraham, très intéressant comme analogie. En effet, il avait préjugé à cette organisation d'accords, mais sur le dos des Palestiniens, quelque part, et en oubliant de régler le problème. Or, ça lui est un peu comme un mourang revenu en pleine tête. Je règle le problème avec les riches, et puis les gens sur place, finalement, par force du destin, ils vont devoir s'adapter. Et on s'aperçoit 5 ans plus tard que c'est pire que jamais à Gaza et en Palestine. Donc c'est un peu une victoire impérieuse, surtout que dans son optique de paix à l'Ukraine, pour l'instant, de ce que j'ai vu comme position, cela n'a été que essayer de tordre le bras du plus faible en lui disant mais accepte tout. Et en contrepartie de ce tordrage de bras du plus faible, on aurait pu penser que quelque part c'était le tapis rouge pour que même Poutine puisse sortir par le haut et en grand victorieux en disant j'irai récolter de la conquête, j'ai fait en sorte que jamais l'Ukraine ne serait dans l'OTAN, j'ai gagné. Voilà. Or, je pense que là où il y a juste un petit distinguo à avoir, c'est que dans son fondement, ce n'est pas une guerre pour un oblast ou quelques kilomètres carrés en plus. Ouais, on rappelle une région ukrainienne ou un oblast. Voilà, il veut vraiment, je dirais, reconstituer dans son esprit l'Union soviétique, avoir quelque part, pourquoi pas, la Biélorussie qui, de toute façon, de tout temps avait eu un siège à l'ONU, mais était inféodé à l'URSS, et avoir une Ukraine de la même façon démilitarisée, ou par gré ou de force il va finir par mettre quelqu'un sur le gouvernement. Donc je vois mal aujourd'hui arriver avec ne serait-ce qu'un projet qui dans la durée ait la même solidité
que l'accord de paix réalisé par ça le mérite. en 77. Voilà, ça a le mérite Delclair. C'est votre avis. On vous sent en plus très très bien informé sur la question. Merci Patrick. Vous nous appeliez donc de Livry-Gargan 0826 300 300. Donc une fois qu'on a entendu ça, je retourne en direction du téléphone où nous accueille Jean-Claude Beaujour chez lui depuis. Vous êtes où d'ailleurs, aux États-Unis ou en France en ce moment, Jean-Claude? Je ne suis ni en France ni aux États-Unis. Bravo. Pour les États-Unis, mais j'y suis pas encore. Je devrais y être dans quelques jours. Rassurez-moi, vous n'êtes pas au-dessus de l'océan Atlantique. non, pas du tout. Bon, d'accord. Sur cette question-là, il semble quand même que l'intérêt de la situation, c'est que les États-Unis se sont reconcentrés sur l'objectif paix en Ukraine. Est-ce que vous nous le confirmez, ça ? Oui, parce que c'est aussi ce qu'avait vendu le président Trump. Il avait dit à ses électeurs, je serai capable de faire la paix assez rapidement. Et puis, la réaction russe a été pour le moins surprenante. Il a minoré, en réalité, la capacité de Poutine à lui résister. Et là, c'est un sujet pour lui, et il sent bien qu'il faut qu'il reprenne la main sur ce dossier. Bon, allez-y. Il ne faut pas oublier qu'une majorité, il ne faut pas oublier que dans le même temps, une majorité des Américains étaient foncièrement pro-Ukraine, un processus qui donnait quand même la part belle à l'Ukraine face à la Russie. Or, on voit bien qu'en réalité, vous venez de dire tout à l'heure en démarrant l'émission que Poutine dit, nous sommes bien d'accord, nos conditions pour pouvoir faire la paix n'ont pas changé. Autrement dit, séculer, il n'y a toujours rien à voir. Et ça, c'est en quelque sorte une humiliation pour Donald Trump qui, de ce point de vue, s'est trompé en pensant qu'il pourrait assez rapidement maîtriser la situation. Bon, mais concluons quand même sur le personnage Donald Trump. Arthur Rouillet, pour aujourd'hui, alors négocier, je ne sais pas finalement si c'est le mot au bout du compte, mais pour évoquer un sujet de paix avec Vladimir Poutine, si on est trop démocrate compatible, finalement ça marche pas. C'est peut-être la force de Donald Trump. Vladimir Poutine adore le rapport de force de toute façon. Donc en réalité, il a trouvé un bon adversaire en face de lui. Je crois que le sujet pour conclure le point que vous évoquiez, c'est quand même l'idée de dire que sur le long terme, il faut voir comment ça va se matérialiser. Est-ce que ça va se faire en effet? Comment ça va se faire et combien de temps ça va durer, dans quelles conditions? Je crois que c'est ça quand même le point. Parler d'un prix Nobel aujourd'hui paraît un poil précipité au vu notamment du contexte, quoi qu'on pense de Donald Trump en l'occurrence. Bon, ça c'est le mot de la sagesse, on est d'accord. Sur l'aspect face à face, Corinne Tapireau, vous nous confirmez que s'il y en a un qui peut parler avec Poutine, c'est bien lui, il n'y a plus que lui. Oui, c'est bien lui. D'abord, j'ai l'impression que d'une certaine manière, ils ont un petit peu le même mode de fonctionnement dans la prise de décision à un moment donné, dans le bras de fer. Et puis, on a quand même Donald Trump qui a un positionnement qui est parfois plus chef d'entreprise que diplomate, quoi. Et évidemment, chaque sortie lui permet de faire quelques sorties pour faire le buzz médiatique, pour se présenter à la population américaine comme agissant dans le sens du mandat qu'on lui a donné quand même. Hein. Philippe Bouriaki, vous êtes aussi un spécialiste du rapport de force. Vous êtes un grand spécialiste de sport de combat aussi. La légende le dit. Oui, mais vous avez intellectualisé justement ces pratiques en plus. Ce que montre humainement Donald Trump pour un rapport de force, ça change tout. Complètement. C'est une évidence. Sauf que il a quand même été insulté par Poutine. Rappelez-vous quand il nous a dit, justement en Égypte, dans la semaine c'est réglé, Poutine a balayé ça d'un revers de main. Donc, il lui a renvoyé un ultimatum qui arrive à son terme à la fin de la semaine. La chance d'un mégalomane, c'est aussi son orgueil. Et quand vous frappez à l'orgueil, il a répondu à Medvedev de façon claire. J'envoie 2 sous-marins, fais ce que tu as à faire. Medvedev sert à ça, hein. C'est l'on l'a déjà ici baptisé, c'est le fou du roi, il est là pour mettre le feu. Voilà. Complètement. Mais il le fait avec l'accord du roi, du tsar. Sinon il ne peut pas le faire. Bon, pour conclure, Jean-Claude Beaujour, est-ce que Donald Trump est un homme qui est dans l'apparence ou quand même dans l'action? Parce que on a bien compris que tout cela était communication, qu'il y avait des intérêts, mais est-ce qu'il est capable, sur un sujet comme ça, de conclure?
Alors, je vous ai dit très souvent sur ce même plateau et ailleurs, si Donald Trump et s'il est arrivé là où il est, c'est pas simplement un homme d'apparence. C'est un homme qui, on peut ne pas l'aimer, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Et on peut ne pas l'aimer. S'il a dirigé et s'il est au niveau, il a remporté un certain nombre de succès, de résultats. C'est aussi un homme de communication, donc il fait les deux. C'est un homme d'action. Il sait qu'en agissant, il oblige son interlocuteur à avoir des réactions, donc il agit parfois en dehors des règles traditionnelles. C'est aussi ça la diplomatie d'aujourd'hui. On sort des schémas classiques, on sort du multilatéralisme, on sort d'un certain nombre de conventions. Et je ne suis pas en train de dire que c'est cette voie-là qu'il faut suivre, je dis que c'est la radiographie qu'on fait, et dans le même temps, c'est un homme de communication. Il sait que l'opinion publique a son importance, le rapport psychologique avec ses interlocuteurs a son importance, donc il sait jouer sur les deux. Et c'est cela qui est aussi sa force. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat aux États-Unis, président du Forum transatlantique spécialiste de la vie politique américaine. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous nous avez dit 56% non pour un prix Nobel de la paix pour Donald Trump. Alors on verra, on suivra cette semaine passionnante. Merci à nos 3 vraies voix qui ont entamé cette semaine haussienne. Corinne Tapiro, Philippe Bouriaki, Arthur Rouillet pour sa première, dites donc Arthur Rouillet là. Hein, bravo. Ouais. Ah oui, voilà, vous êtes applaudis par les 2 anciens. Merci à Marie Faye. Dans un instant, les infos.